Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, vos conneries? Tu me veux, je suis là. Et nous aussi, on est toujours là, Batman. Merci de nous avoir introduits. Du coup, on vous retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu particulier, puisque on va plus être 2, mais 3. Alors déjà, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc je suis avec Guillaume, comme d'habitude. Toujours là. Toujours là. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un ami qui nous est cher. Veux-tu te présenter, ami mystère, même si tu sauras dans la description que les gens sauront déjà qui tu es? Eh bah, c'est Émeric, ami de fac de Bastien. C'est ça, tout à fait. On s'est connus à la fac, donc on a fait la fac de ciné ensemble. Et du coup, on ne s'est plus quittés depuis tout ce temps. Donc merci d'être avec nous pour parler d'un film plutôt récent pour le coup. Oui, c'est 2 films récents. Oui, ouais, vous inquiétez pas, on va partir sur des films un peu plus anciens après. On va revenir à nos basiques. C'est pas on n'a pas la vocation à faire des critiques de films qui viennent de sortir, mais de temps en temps, ça arrivera. C'est ça. Donc du coup, un film tellement récent qu'on n'a pas encore complètement certaines informations, notamment son box-office. Donc on va parler d'Emilia Pérez, réalisé par Jacques Audiard, dont c'est le 10e long métrage. Un film de 132 minutes qui n'a pas de titre québécois, puisque c'est un nom et un prénom. Je pense que c'est assez... c'est traduit pareil dans toutes les langues, Oui, à mon avis. on est quand même un peu déçus. Mais oui, voilà, on veut toujours un nom un peu différent, un peu rigolo, mais là, c'est pas le cas. Qui avait un budget de 26,9 millions d'euros, ce qui est assez conséquent. Pour un film français, c'est un film fait par un réalisateur français qui n'est pas totalement financé en France, mais c'est un beau budget quand même. Absolument. Et donc pour l'instant, on est aujourd'hui le 28 mars 2025. Donc le film est sorti il y a quelques temps maintenant, si je dis pas de bêtises. Mais il est sorti l'année dernière. Mais il est ressorti au cinéma récemment après les Césars. C'est ça. En fait, alors si je dis pas de bêtises, il avait été présenté au Festival de Cannes. Donc il avait été diffusé le 18 mai 2024. Et la sortie nationale était donc le 21 août de la même année. Donc ça fait déjà 2024. Il est si vieux que ça? Bah ça fait un an. Oh la vache. Le temps passe vite. Excusez-moi, je m'en étais pas rendu compte. J'ai cru que c'était une erreur de notre part. Donc un film, comme on disait, récent, un film qui a beaucoup fait parler. Alors un petit mot sur le box-office quand même si on n'a pas toutes les données en termes d'argent, mais en termes d'entrée en France, on serait pour l'instant autour des 1 300 000, avec 1 232 163, très exactement. Donc voilà, rien d'autre à ajouter là-dessus. Donc un film surrécompensé, c'est pour ça que parmi tant d'autres choses, on en a beaucoup entendu parler. Je pense que vous aussi, vous en avez entendu parler. Prix du jury et d'interprétation féminine pour l'ensemble du casting féminin au Festival de Cannes. BAFTA du meilleur film et de la meilleure actrice dans un second rôle. 4 Golden Globes, 2 Oscars et évidemment les 7 Césars, Cocorico. Donc un film qui est normalement incroyable en termes de qualité, dirais-je. Écoutez, on va pas changer nos habitudes, même si on a un nouvel arrivant. Et on va commencer par toi, Émeric. Quel est ton premier souvenir de ce film ? Alors déjà, je ne l'ai pas dit dans l'intro, mais merci de m'avoir invité du coup. Avec plaisir. J'ai voulu te laisser l'intro, pardon. L'impro, ça marche aussi. Mon premier souvenir du film, écoute, il est très récent. Et en plus, j'y suis allé. Alors, mon premier souvenir du film, il y a l'affiche du film. C'est la première information que j'ai eue du film, que j'ai trouvé très jolie. Qui m'a donné envie de voir le film, mais je n'avais pas vu de bande-annonce, je n'avais aucun renseignement, et ça s'est décidé sur un coup de tête durant un rendez-vous avec une amie commune, Bastien, de fac justement, mais je ne vais pas dire son nom. On va préserver son identité. Autant de suspense. C'est beau quand même. Et du coup, donc voilà, donc on est allé voir le film, et là je rentre pas trop dans les détails, je m'arrête là.
Bon, tu peux développer un petit peu. Tu peux développer un petit peu ton premier souvenir. Ça englobe le visionnage. Ouais, Ok. bien sûr. Donc c'était un peu aléatoire, quoi. Enfin, la décision s'est faite sur le moment. Et j'ai appris au même temps que c'était Jacques Audiard, le réalisateur. Donc moi, j'avais énormément apprécié les Frères Sisters. Et je trouve qu'il y a un peu une énergie similaire, même si les films sont très différents. Et donc, au début, quand j'ai vu que c'était Jacques Audiard, j'étais assez enthousiaste. Et voilà, au début, c'était un peu compliqué, mais à la finalité, je me suis laissé emporter dans le film au fur et à mesure. Et j'ai fini par accepter toute l'énergie, Toute la proposition. toute la proposition. Et, Ok. et j'en suis ressorti avec une note finale plutôt positive, globalement. Très bien. Voilà. Très bien. Mais merci. Guillaume. Moi, mon premier souvenir, je ne l'ai pas du tout vu en salle. J'ai pas souvenir d'en avoir beaucoup entendu parler à l'époque. On en a beaucoup parlé à l'approche des Césars et pendant les Césars. Donc moi, c'est surtout là que ma curiosité a été piquée. Quand il a gagné les prix au César, j'en ai parlé un peu autour de moi, sonder les gens qui l'avaient vu. Et les retours étaient plutôt unanimes pour dire que c'était un bon film, dans son genre en tout cas. J'ai pas mal de collègues notamment qui m'ont dit que c'était un film à voir. Donc je m'étais noté, quoi qu'il arrive, de le voir en début d'année. Et on a eu l'idée de le faire pour cette émission-là. Et du coup, je l'ai vu très très récemment, parce que je l'ai vu ce matin. Donc Wow. je peux difficilement faire plus récent. Moi, j'avais pas d'attente particulière vis-à-vis de ça. J'étais assez neutre parce que d'abord, c'est de la comédie musicale et que pour moi, c'est très binaire la comédie musicale. Soit je prends totalement, soit je reste hermétique. Et là, j'ai plutôt accroché à ce qui a été proposé. Donc voilà, j'avais pas d'attente particulière, si ce n'est que, comme tout, moi je suis toujours un peu partagé quand des films gagnent sur des cérémonies comme les Césars autant de prix. Alors c'est très bien, hein, je veux pas de mal à ce film, bien au contraire. Mais j'ai toujours un peu ce truc, ça m'avait fait ça avec Anatomie d'une chute qui avait tout raflé l'année d'avant et qui avait par exemple en face un film comme Le règne animal qui me semblait mériter au moins autant, si ce n'est plus, d'avoir des récompenses un peu plus importantes. Donc moi je suis toujours un peu partagé. C'est-à-dire que je me dis, quand on en fait beaucoup autour d'un film, c'est souvent générateur de déception parce que ça crée une attente mécaniquement. Et bon, finalement, je développerai un peu, mais j'ai pas accroché sur tout, mais j'ai pas passé un mauvais moment. Et toi, ta première impression ? Enfin, ton premier souvenir ? Moi, ma première impression, j'avais beaucoup d'a priori. C'est-à-dire que j'avais aucune attente particulière dans le sens où j'étais sûr de détester. Alors forcément, en partant avec autant d'a priori en l'occurrence et de non-attente, j'étais dans un mood un peu étrange en le voyant. Mon premier souvenir, moi, c'est quand il a gagné le prix du jury et surtout quand l'ensemble du casting a gagné le prix d'interprétation à Cannes l'année dernière. Je m'étais dit, tiens, incroyable, et en même temps un film de Jacques Audiard, il n'est pas étranger au Festival de Cannes, donc finalement pas tant de surprise que ça. Mais voilà, j'avais pas, à ce moment-là, j'étais encore un peu curieux, on va dire. En ce qui concerne mes attentes, du coup, je suis un peu comme toi, Guillaume. Moi, un film qui est sur-récompensé, dont tout le monde parle, mais en termes de récompense, c'est vraiment, ça me donne de moins en moins envie de le regarder. Et principalement, après moi, les comédies musicales, c'est un peu tout ou rien. Et là, bon, en plus, c'est un drame musical, hein, plus qu'une comédie, en l'occurrence. Mais voilà, donc j'ai passé un moment pas très agréable devant le film, hein, je vais pas vous le cacher. J'ai pas trop aimé. J'ai pas mal de choses à dire sur le pourquoi du comment. C'est toujours très facile quand t'aimes pas quelque chose de dire pourquoi. Parfois beaucoup plus difficile l'inverse, je trouve. Donc voilà, mais après je vais pas non plus casser gratuitement du sucre sur le film, hein. C'est encore une fois, c'est toujours un avis très subjectif, hein, ce qu'on pense d'un film, d'une œuvre. Mais ça va être un débat intéressant. Donc écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Du coup, avant, est-ce que vous avez peut-être des choses positives, enfin positives, je crois que vous êtes comme moi, non pas du tout, et surtout est-ce que vous avez des points que vous avez aimés plus que d'autres avant de rentrer dans le déroulé, Aymeric par exemple? Disons que par exemple,
la première chose qui m'a frappé, moi, c'est qu'au tout début, j'ai vraiment pas aimé les 15-20 premières minutes du film. Il y a très très vite, je me suis dit, en fait, je vais juste passer un mauvais moment et bon, bah, tant pis pour moi, quoi. Et j'aimais pas les musiques, enfin, au début. Je trouvais qu'elles rentraient pas dans le rythme, etc. Et j'ai eu le sentiment... Alors, est-ce que c'est Jacques Audiard qui s'exerce à un nouveau style ? Je crois pas qu'il ait fait de comédie musicale avant. Non, c'est sa première, effectivement. Ouais. Donc peut-être qu'au fur et à mesure, il a réussi à trouver un rythme et à trouver une patte. Mais j'ai beaucoup apprécié le changement de ton progressif du film qui est assez évolutif à mes yeux. Et donc voilà, ce serait la première chose que je noterais. Ok. Et toi, Guillaume ? Pour le coup, avec le micro allumé, c'est mieux. Non, pour le coup, moi, je trouve que le film, il a sa principale qualité, elle est dans les parties chantées. Moi, j'ai trouvé que c'était très réussi de ce point de vue-là. Et y compris les premières. Moi, j'ai bien aimé la toute première et la seconde, je crois, qui se passe avec les femmes de ménage là, quand elle sort du premier procès. Moi, ça, j'ai trouvé que c'était réussi. Je trouve que le film, il a une très belle direction artistique. Il y a une patte un peu grasse sur l'image que moi j'aime bien et qui est là de manière constante dans le film, quels que soient les environnements. Et du coup, moi, j'ai trouvé que la force du film, enfin, en tout cas, son principal point fort, selon moi, c'est que la structure narrative fonctionne. Elle est assez simple, c'est-à-dire que les enchaînements sont assez limpides. C'est un film assez linéaire en fait dans sa construction, mais je trouve que l'enchaînement entre les scènes classiques et les scènes comédie musicale, c'est un des points réussis. Et c'est souvent ce qui, moi, me sort d'une comédie musicale quand j'ai l'impression que ces scènes n'apportent rien. Il y a eu beaucoup ce débat autour de Joker Folie à 2 où beaucoup de gens considèrent que les scènes sont, notamment Bastien qui est en face de moi qui me regarde, vous avez pas ses yeux mais moi je les ai, considère que les scènes de comédie musicale sont mal amenées. Là je trouve que c'est pas le cas du tout et du coup de ce point de vue là moi j'ai plutôt apprécié le film. Après j'ai des choses à dire dessus mais non je trouve que c'est un des points forts. Et toi du coup c'est quoi les points qui t'ont le plus gêné, parce que on comprend bien que c'est de nous trois, je pense que t'es celui qui a le moins aimé. Ah oui, carrément. Je le comprends. Hein. Finalement, Emmerich, en venant, avait peur d'être le seul à avoir aimé et de devoir se battre. Finalement, c'est peut-être moi qui vais devoir me défendre. Non, mais en réalité, oui, le film, au niveau de la direction artistique, c'est très bien. C'est très beau. Alors, à noter qu'Audiard souhaitait écrire au départ un opéra. Et finalement il a changé d'avis et que tout son scénario il le base sur un personnage d'un roman de je vérifie ma prise de notes, de Boris Razon qui s'appelle Écoute. Donc voilà, ça je trouve que c'est assez fort d'être parti vraiment d'un personnage pour avoir l'idée d'écrire un opéra et puis d'en venir à écrire ce drame musical en l'occurrence, encore une fois. Maintenant, moi, ce qui m'a gêné, c'est que du coup, je vous rejoins pas du tout sur les musiques. Moi, je trouve que les musiques, moi, ça m'a sorti du film en fait. Là, tu vois, tu parlais de Joker Folie à 2, j'ai trouvé que c'était pire que Joker Folie à 2 pour le coup. C'est-à-dire que là, je trouve qu'elles n'ont qu'un intérêt narratif, c'est tout. Pour moi, il n'y a aucune chanson qui sort du lot à part peut-être une, c'est celle des personnes disparues, enfin qui cherchent des personnes disparues au milieu du film à peu près. Je trouve que vraiment je trouve que les musiques il n'y en a pas une qui sort de là, elles se ressemblent toutes, ce qui n'était pas le cas de Joker Folie à 2 pour le coup. Donc voilà, après bon, en termes de positif, oui, la direction artistique évidemment est très très bien. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire pour l'instant. Je pense que ça va être un peu plus intéressant quand on va rentrer dans le déroulé, donc je vous propose qu'on passe là-dessus tout de suite, sauf si vous avez des trucs à rajouter un peu plus global. Non, allez, c'est bon pour vous, Emmerich ? On est parti pour le déroulé. C'est bon pour toi ? Pour le déroulé. Allez, c'est parti. Donc le film commence en fait avec l'introduction alors oui, ça va me permettre de dire autre chose, du personnage de Rita, qui est donc interprétée par Zoé Saldana, qui a remporté donc beaucoup de récompenses en tant qu'actrice, de meilleure actrice dans un second rôle, ce que je trouve aberrant, puisque pour moi c'est le personnage central du film, c'est le personnage principal du film. Elle est dans quasiment toutes les scènes. Je ne comprends pas qu'elle soit nommée uniquement qu'en second rôle. Je partage totalement. Pour moi c'est une incompréhension, c'est une erreur, c'est comme ça. Après bon, les nominations aux récompenses, c'est toujours
c'est toujours sujet à débat de toute façon, mais voilà, je voulais quand même le préciser maintenant. Donc le film commence effectivement par sa présentation. Donc on apprend que c'est une avocate qui est comment dire, je trouve plus le mot, qui est surqualifiée pour le travail qu'elle fait. Elle écrit les plaidoiries pour des avocats plus médiatisés, dirons-nous. Elle défend des mecs qu'elle déteste et elle est dans l'ombre et elle est un peu en dépression, on pourrait presque le dire. Et alors du coup, le film commence par son premier numéro. Elle chante tout de suite dès qu'elle sort pour écrire justement la fameuse plaidoirie. Elle chante dans la rue. Et moi, ça m'a pas transporté. C'est-à-dire que très vite, j'étais bon, ok, ouais. Et puis vraiment, encore une fois, la musique, je la trouve pas marquante, quoi. Donc, ce qui est dommage, puisque c'est la musique d'introduction. Donc voilà. Et en fait, en gros, sa vie va changer avec sa rencontre avec un chef de cartel, Manitas del Monte, qui veut dire bricoleur de la montagne. Voilà, pour l'anecdote. Oui, parce que j'ai été chercher. donc voilà, Manitas del Monte, donc un gros chef de cartel qui prend contact avec elle d'une manière tout à fait gentille et simple, en lui mettant un sac sur la tête et en l'emmenant dans le désert. Et Ils ont un contact téléphonique d'abord. Il l'appelle sur son portable quand exact, elle sort dans les de toilettes. l'audience. C'est vrai. Oui, tout de suite. Voilà. Tu vois, tout de suite, je suis dans le truc gratuit. Bon, allez, je me rattrape, excusez-moi. Et donc elle apprend il lui apprend qu'il s'est toujours senti femme depuis sa plus jeune enfance, depuis son plus jeune âge, et qu'il souhaite l'engager pour qu'elle trouve une clinique, des médecins compétents, et qu'elle l'aide à changer de vie et à effectuer cette transition. Devenir une femme, mais pour faire ça, il va devoir se faire passer pour mort aux yeux de tout le monde, y compris sa famille, puisqu'il a une femme, Jessie, et 2 enfants. Du coup, est-ce que vous avez peut-être des choses à rajouter là au moment où on en est ? En fait, je sais pas si ça, parce que du coup, son changement de sexe s'opère à peu près à la moitié du film. Mm-hmm. Donc, je sais pas trop si on va revenir précisément sur cette. Oui, de toute façon, on va faire quelques allers-retours. Oui, on va faire quelques allers-retours parce que le film, en fait, est très. Les péripéties, en plus, comme c'est une comédie musicale, c'est lié par des numéros musicaux. Finalement, le déroulé va être assez rapide. Donc, je pense qu'on va faire beaucoup d'allers-retours, effectivement, sur tout le film. Donc, si tu as quelque chose à rajouter, il ne faut pas que tu hésites. Au contraire. Par exemple, sur la première chanson, je suis exactement comme toi. C'est vraiment la chanson qui m'a mis même presque mal à l'aise à ce moment-là. J'avais le sentiment qu'elle était amenée pour être amenée, en fait. Et c'est en ça que... c'est vraiment cette chanson qui, pour moi, me fait dire qu'il n'avait pas d'expérience avant. Mais peut-être qu'aussi, il a fait cette chanson très tard dans le tournage et qu'en fait, ça n'a rien à voir. Et juste, pour une raison X ou Y, moi, je ne l'ai pas apprécié. Mais ça fait partie des chansons qui m'ont pas plu au début, un peu à l'image des chansons... Parce que j'aime pas du tout, moi, Jacques Demy. Je trouve que quand il faisait des chansons dans certains de ses films, j'avais le sentiment qu'à chaque fois c'était vraiment pour faire une chanson, contrairement à par exemple Singing in the Rain où j'aimais bien justement le côté où c'était un peu incorporé dans l'histoire. Et je trouve que cette chanson là au tout début, pour moi elle est pas bien incorporée dans l'histoire, contrairement à d'autres comme par exemple la chanson un peu presque clash avec le médecin, ou je crois que c'était ça, ou la chanson qu'il a quand il retrouve du coup comment il s'appelle le monsieur déjà, Manitas del Monte. Donc quand il retrouve cette personne là, et en fait au fur et à mesure je trouve que les chansons elles sont de plus en plus mieux justifiées dans la narration, dans la création des relations, dans la transmission des émotions, des sentiments, etc. Et en fait, c'est aussi pour ça que... alors, peut-être que c'est aussi ton cas, Guillaume, je sais pas, mais quand tu disais au tout début que les comédies musicales, c'est soit t'aimes pas, moi, c'est un peu ça. C'est en fait, j'aime bien quand j'ai le sentiment qu'elles transmettent réellement quelque chose, que ce soit de la narration, de l'émotion, etc. Et j'aime pas quand elles sont juste là pour être là. Et du coup, alors j'ai pas vu Joker Folie à 2, mais... C'est pas grave. Si, c'est grave.
Mais voilà, du coup, ouais, cette première chanson, en fait, elle m'a un peu resté en travers de la gorge parce que sur le moment, j'ai presque été réfractaire au film, quoi, quasiment instantanément, alors que bah, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied si tu rates ta première chanson, quoi, dans une comédie musicale. C'est sûr. Moi, je partage pas ça parce que justement, en fait, la première, elle arrive très très tôt. C'est-à-dire que c'est la scène d'intro, c'est quasiment ça, Bien puisque sûr, c'est hein. ce qui permet d'introduire le personnage de Rita. Et non, moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien parce que c'est une scène chantée, chorégraphiée. Moi, ce qui m'a plu, pas non plus exacerber mon avis parce que ça serait excessif, mais ce que j'ai aimé, c'est que dans toutes les scènes, il y a un truc qui marche et au-delà des chansons, c'est les chorégraphies. Et moi, je trouve que par exemple, la première, elle marche bien pour ça, parce que elle nous raconte quelque chose visuellement. Souvent, les comédies musicales, moi, je trouve en tout cas, ont cette tendance à vouloir faire un moment artistique qui est un peu en dehors du film. Joker, par exemple, c'est typiquement ça. Un des problèmes qu'ont beaucoup de séquences musicales, je suis désolé, on va beaucoup faire de parallèles avec ce film, parce qu'on l'a vu, en tout cas toi et moi, l'année dernière. Assez récemment. Et en fait, t'as un peu une déconnexion entre ce qu'on nous montre dans ces passages-là et la réalité. C'est propre à la comédie musicale, mais moi j'aime bien quand visuellement on nous raconte quelque chose. Et sur la narration, par exemple, je trouve que cette chanson-là nous montre quelque chose. Elle nous montre qu'elle bosse dans des conditions qui n'ont aucun sens. Il y a toute l'histoire de la rythmique entre ce qu'elle écrit, la sonorité des touches du clavier qui sont introduites dans la chanson, et puis le repassage au réel où on lui dit mais là il faut que tu y ailles, tu vas être à la bourre. En fait c'est incrusté dans la chanson, et moi je trouve que c'est une force. Et tu parles de la chanson qui arrive un peu plus tard entre elle et le médecin, et pour moi c'est dans la même veine, c'est-à-dire qu'on intègre de la discussion réelle hors chanson à l'intérieur des séquences musicales, et ça je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et moi la première en l'occurrence m'a plutôt mis dans le ton, et je me suis dit ok, si c'est ça, je devrais passer sur la forme en tout cas un bon moment, parce que je connaissais pas vraiment l'enjeu du film. Mais voilà, moi je lui trouve pas de défaut particulier cette première chanson là. Après, encore une fois, c'est très subjectif. La comédie musicale, c'est vraiment un genre particulier, et moi j'ai longtemps été très hermétique à ça avant Tic Tic Boom, et plus tard, et surtout La La Land, mais j'ai vraiment mis du temps avant de comprendre cette dimension-là. Tu vois, tu parles de Singing in the Rain. Moi, c'est un film que même encore aujourd'hui, j'ai du mal à regarder. Ah ouais. Parce que je trouve que c'est la comédie musicale pure et dure. Et là, j'ai plus de mal à rentrer dedans. Et là, je trouve qu'il a trouvé un bon équilibre entre les séquences musicales et leur introduction dans l'univers. Je trouve que c'est pas abrupt, en fait. Et je trouve que c'est plutôt une qualité, y compris sur cette première chanson. Alors après, moi, je suis désolé, je m'attache un peu à ce mot-là, mais on parle de comédie musicale parce que c'est le terme qu'englobe ce genre de production. Mais là, en l'occurrence, c'est pas du tout une comédie musicale. Pour moi, c'est vraiment le mot drame, et c'est ce qui fait vraiment cette esthétique, justement, dont tu parlais, etc. Tu vois, parce que moi, en termes de comédie musicale, je n'ai pas la prétention d'en avoir vu 40, hein, mais c'est vrai que j'aime bien le côté, justement, qui te fait vivre quelque chose de différent. Effectivement, il faut que ça raconte la narration, il faut que ça soit rattaché à la narration d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai qu'avant, on parlait de Singing in the Rain, et effectivement, c'est un mood qui est complètement différent. Mais moi, quand je pense comédie musicale, je pense beaucoup plus aussi aux Blues Brothers, par exemple. Et Blues Brothers, t'as pas tout le temps, à chaque numéro musical, t'as pas des comédies musicales, enfin, t'as pas de chorégraphie spécifique, sauf certaines. C'est pas dérangeant, tu vois. Et là, non, je suis d'accord, mais je trouve que là dans le film c'est plutôt parce que déjà il n'y a pas tant de chansons que ça au prorata. Je trouve qu'il n'y en a pas 10 000, il y en a un certain nombre, mais il n'y en a pas, et les séquences sont pas hyper longues parce qu'encore une fois elles sont incorporées. Mais j'entends ce que tu dis, effectivement, c'est un film qui traite la comédie musicale d'une manière dramatique parce que c'est dans le narratif, et du coup qu'il le traite différemment. Et moi je trouve que c'est moins exacerbé, c'est moins extravagant les scènes de comédie musicale dans ce film que ce qu'on a l'habitude de voir. C'est sûr, et je trouve que ça colle au style, en fait. C'est un peu plus sage, effectivement, à ce niveau-là. Après, oui, non, les chorégraphies, pour le coup, sont meilleures que les chansons, en ce qui me concerne. Alors après, pour revenir un peu sur le déroulé, donc le moment où elle rencontre Manitas del Monte, on va y arriver, quand elle le rencontre, est-ce que scénaristiquement, ça vous a paru un peu gros qu'un chef de cartel, parce que moi c'est un peu ce que j'ai ressenti, qu'un chef de cartel soit aussi divisé en lui
à ce niveau-là, en fait, c'est-à-dire que là, tu prends quand même un type de personnage qui est quand même caractérisé très machiste, très macho, dans la plupart de toutes ces visions qu'on peut voir dans n'importe quel film, que ce soit un film de drogue, un film d'action, un film de je sais pas quoi, c'est vraiment le gros bonhomme, etc. Et là, tu lui enlèves ça. Alors, c'était assez couillu comme choix, pour le coup, je trouve, de faire ça. Alors, comme je disais, le personnage qui lui a inspiré ça, je crois que c'était aussi, pareil, un chef de cartel qui était malheureux, en fait, dans cette peau d'homme, et qui ne s'est jamais senti homme. Mais du coup, moi, c'est vrai que ça m'a un peu sorti, dans le sens où je me suis dit, j'arrive pas à le ressentir vraiment. Je sais pas s'il fait ça comme c'est un chef de cartel, tu peux pas t'empêcher de te dire, d'une certaine manière, bon, il veut faire ça pour disparaître parce qu'il est dans la merde. Et en fait, non, ça traduit vraiment ce que doivent ressentir, j'imagine, énormément de personnes qui ont ce sentiment-là de pas être nés dans le bon corps. Et c'est pas inintéressant, c'est une proposition audacieuse, en tout cas, je trouve, parce que j'étais un peu sur le cul qu'un personnage aussi caractérisé normalement soit traité aussi différemment dans ce film-là. Moi, je pense que ça rejoint le parti pris général du film, c'est-à-dire que c'est une thématique pas évidente à traiter. Cette idée de transition, tu l'as dit, de pas naître dans le bon corps. Donc, la transidentité, c'est quand même c'est une thématique qu'on aborde de plus en plus dans l'art en général, au cinéma. Moi, je trouve que ça rentre dans le parti pris du film général. Tu dis, est-ce que tu trouves ça crédible qu'elle le rencontre comme ça? Moi, déjà, la rencontre, bon, on accepte l'idée que le gars, il la trouve, on sait pas comment, il l'emmène, il la rejoint tout de suite. Au début de la première interaction qu'ils ont tous les deux, elle a un truc sur la tête et il lui enlève. Bon, moi, je trouve que c'est con parce que du coup, ça servait à rien en fait. Si elle connaît ton identité, tu prends quand même le risque qu'elle te balance. Elle est avocate. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté où le film te fait vite comprendre que tu vas accepter un certain nombre de choses. Et donc le fait d'avoir pris un personnage qui est effectivement souvent au cinéma caricaturé comme le gros macho, le gros lourd, le gros personnage un peu fort, quoi, le vrai méchant, le vrai bad guy, et en faire ça, moi je trouve que ça va dans cette logique, et quelque part je trouve que ça renforce le propos. Donc ça m'a pas dérangé, mais je comprends ce que tu dis et je suis d'accord, mais je pense que c'est vraiment un parti pris. Bien sûr, ok. Je suis assez d'accord. Et alors personnellement, moi, c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu dans le film. C'est un peu ce parti pris et cette prise de décision qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, en l'occurrence. Mm-hmm. Et c'est aussi parce que t'as fait la différence au début de drame musical, et ça, je suis assez d'accord. Et peut-être que j'en ai pas vu assez des drames musicaux pour avoir été séduit par celui-ci au final. Et alors pour le coup, moi, le fait que Manitas del Monte il fasse qu'il la retrouve tout de suite, qui en l'occurrence qui lui retire le sac sur la tête très rapidement, c'est des petits détails qui, moi, je les ai pris un peu comme j'aime bien aussi voir des personnages qui sont d'un côté des caricatures, parce que c'est des personnages qu'on a l'habitude de voir dans plein de films, dans plein d'histoires, etc. Et de l'autre côté, qui sont pas parfaits, dans la mesure où moi je me suis dit, il contrôle un réseau de drogue, etc. Le mec, il doit avoir des contacts un peu partout, donc qu'il la retrouve, ça me choque pas. Il lui met un masque sur la tête pour l'empêcher de retrouver sa position, etc. Et il lui retire. Il y a un côté où peut-être lui d'une certaine manière, soit c'est pas fait exprès et juste c'est sa sensibilité à lui qui ressort parce qu'il est pas méchant foncièrement. Et j'aime bien des fois voir des personnages comme ça qui sont forts caractériellement, mais faillibles intellectuellement ou artistiquement, enfin j'en sais rien, mais qui sont pas, qui n'ont pas un plan parfait dans tous les sens. Donc ça fait partie des petits trucs où tout au long du film, il y a 2-3 épisodes comme ça où tu te dis ah, c'est bizarre qu'il ait fait ça, ou alors tiens, c'est marrant, il a pas pensé à ça. Et je trouve, personnellement, je l'ai ressenti comme une expression de la sensibilité du personnage en question. Alors peut-être qu'au-delà de ça, c'était juste une erreur de scénario ou autre, mais... Non, je disais pas que c'était une erreur de scénar, hein. Loin de moi cette idée, c'était plus dans le sens où effectivement t'es pas habitué à voir un personnage avec autant de failles, ce type de personnage avec autant de failles. Et effectivement, très rapidement, quand il s'exprime, même sa chanson qu'il fait à ce moment-là, elle est très douce. Et là, pour le coup, là en y repensant, je trouve que ça fonctionne bien. Parce que effectivement, tu sens que ça te... On essaye de te le présenter comme finalement très friable, très humain.
Maintenant, ça n'empêche pas d'avoir en tête qu'il a fait beaucoup de mauvaises choses, puisque de par son personnage, même si on nous dit jamais réellement ce qu'il a fait, on sait qu'il est à la tête d'un des plus grands, si ce n'est le plus grand cartel de drogue dans le film en tout cas. Donc voilà quoi. Mais ok. Moi, je trouvais important de poser la question parce que je sais que c'est le genre de truc qui peut faire sortir du film à un moment donné. Et donc pendant sa rencontre avec Manitas Del Monte, il lui demande en fait de travailler pour lui et de l'aider à réussir à vivre cette vie-là. Et donc du coup, suite à ça, Rita, elle va partir à Bangkok, à Tel Aviv, pour trouver justement des chirurgiens qui seraient prêts à accepter ça. Et suite à ça, alors il y a un premier numéro musical dont vous parliez avec le médecin à Bangkok, qui est pour le coup assez rigolo. Puis je l'ai vraiment pas vu venir ce numéro musical là. C'est tellement incrémenté dans la discussion entre les deux personnages que en fait tu le vois pas arriver, et quand il arrive tu te dis ah ok. Enfin moi en tout cas je me dis mais est-ce que c'était nécessaire c'est-à-dire Pour le coup, c'est un moment plus comédie. C'est vrai. Surtout parce que le médecin est un peu... Oui, puis le décorum est particulier. Enfin, je veux dire, on voit plein de gens qui sont sur des lits d'hôpitaux qui se relèvent au fur et à mesure de la chanson. Enfin, là, il y a un aspect cartoonesque, en fait. Moi, je trouve que là, pour reprendre ce que tu disais au départ, la différence entre drame et comédie, là, c'est vraiment une scène de comédie musicale. C'est vrai. Et c'est une des seules, à mon sens, si ce n'est peut-être la seule, qui ne reflète pas un truc réel. C'est-à-dire que toutes les autres sont dans des décors réels. Je veux dire, il n'y a pas un moment où tu te dis là, on est à un endroit qui n'existe pas en dehors de la séquence de comédie musicale. Celle-là, si. Et d'ailleurs, très vite, je trouve que, moi, c'est comme ça que je l'interprète, elle se fait un peu rabrouer. Il y a une équipe qui débarque chez elle pour lui dire on t'a pas payé pour que tu crames ton fric et que tu ailles faire des trucs en voyage en première. Pour moi, le film te dit on n'est pas là pour faire ça comme comédie musicale. Donc cette parenthèse, on l'a ouverte, c'est fini. C'est pas ça que vous allez voir dans le film. Effectivement, c'est pas ça qu'on va voir dans le film. Et je pousse un peu, mais il y a aussi dans l'histoire. En fait, le film va pas du tout parler de ça. Moi, on va y venir assez vite, mais pour moi, un des points forts du film, c'est ça. C'est que moi, je ne savais pas ce qu'il allait me raconter, le film. Le film a été vendu sur l'idée que c'est un gars qui change de sexe. Et en l'occurrence, c'est le patron d'un cartel au Mexique. Ok, mais en fait, ça, c'est une toute petite partie du film. Je veux dire, cet élément-là, il dure 20 minutes à l'écran. Et au bout de 20 minutes, moi, je me suis dit, mais on va me raconter quoi maintenant ? Parce que... c'est pas du tout ça, on m'a pas amené là où je pensais. Et je pense que c'est aussi une des forces du film, c'est qu'il a su préserver un peu le reste de son histoire. Moi, j'avais pas du tout anticipé que le film, cette partie-là de l'histoire occuperait si peu de place en termes de temps écran dans l'histoire. Pourtant, le film s'appelle pas Manitas Del Monte. Non, je suis d'accord. Non, mais je veux dire, tout ce qui a été fait autour, toute la communication qui a été faite, c'était quand même... le film parlait de ça. Je sais pas vous, moi j'avais vu tourner, j'avais déjà entendu parler de la scène qui va venir après du restaurant où elles se revoient toutes les deux du coup. Elle est dans la bande-annonce. Elle est dans la bande-annonce, donc moi je pensais que ça c'est un truc qui allait arriver sur la fin du film. Je m'attendais pas à ce que le film nous raconte ça en fait. Et non, c'est marrant, parce que moi pour le coup j'ai vraiment eu aucune surprise en termes à part les numéros musicaux que j'ai trouvé inséré un peu au couteau et qui me sortait du film en fait. C'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que ça me sortait du film à certains moments parce que j'étais vachement pour le coup dans l'épisode précédent on parlait de dialogues un peu pourris pour Trapp. Là je trouve que les dialogues fonctionnent très très bien et à chaque fois qu'il y avait à un moment donné un numéro musical qui allait s'insérer, j'étais putain, laisse-les parler tes personnages, pourquoi tu les fais chanter bordel. Mais bon, après, ça c'est la vision d'un réalisateur, et encore une fois, comme on le dit, c'est encore plus subjectif que ce qu'on peut dire d'habitude, où on est vraiment plus terre à terre. Et donc effectivement, hein, vous l'avez un peu annoncé, ça va aller très vite. Donc après son petit rappel à l'ordre, elle trouve finalement donc à Tel Aviv le chirurgien qui lui paraît bien. Et là pour le coup, ils ont une chanson tous les deux qui est pas mal en fait en y repensant. Et du coup elle l'emmène voir Manitas puisque lui a besoin de le voir en vrai
pour tout ce qui est aspect psychologique, en fait, finalement, de cette volonté, cette nécessité de changer de sexe. Et quand elle l'emmène voir Manitas, ça aussi c'est important parce qu'au départ, quand elle va voir les médecins, elle dit qu'elle travaille pour un homme mystère. Faut pas que les gens sachent, faut pas que ses ennemis sachent qu'il a cette volonté-là. Donc du coup, suite à ça, là, on va arriver vraiment dans le gros par retournement de situation, mais en tout cas ce qui était attendu, ce dont on parlait depuis tout à l'heure, la transition donc du personnage, donc Manitas qui prend son identité profonde, à savoir Emilia Pérez. Donc on voit pas l'opération et c'est tant mieux, au moins il y a pas ce côté choc. Il aurait pu tomber dans le piège, c'est pas le cas. Et puis de toute façon c'est vrai que c'est pas trop la direction du film. Mais voilà, et alors à savoir, donc ça on l'a pas précisé, mais l'actrice qui joue donc et Manitas et Emilia, donc c'est Carla Sofia Gascon, qui est donc une actrice transsexuelle, et elle a accepté de faire ce film et de refaire de se recréer une identité homme pour les scènes où elle joue Manitas, à savoir que le réalisateur au départ voulait prendre un acteur, voulait prendre quelqu'un d'autre pour le faire, et c'est elle qui a insisté pour dire je suis prête à le faire, etc. Et justement, je parle de ça pourquoi ? Parce qu'elle disait que effectivement, les scènes à l'hôpital où elle a les bandages, etc., ont été très difficiles à tourner. Et ça, pour le coup, c'est assez réussi parce que le film, en fait, a presque une démarche à ce moment-là je dirais presque de prévention, mais c'est pas le mot que je cherchais au départ. Mais en tout cas, ça t'amène à te questionner sur finalement quelque chose qu'on ne connaît pas tant qu'on ne le vit pas. Et c'est assez, c'est fait avec beaucoup de douceur malgré tout, je trouve. Mais en même temps, tu te rends compte très vite de ce par quoi doivent passer ces personnes-là, quoi. Oui, non, totalement. Je te rejoins là-dessus. Je trouve que c'est plutôt bien réussi. Il y a un côté où elle le dit d'ailleurs un peu plus tard dans les dialogues, qu'elle passe par une période qui est difficile, que douloureuse physiquement et mentalement, parce que la transition, sans l'avoir fait de nous, on ne peut imaginer la souffrance physique d'abord que ça engendre, parce qu'elle fait un nombre d'opérations assez important. On la voit quand elle se réveille à l'hôpital, elle a le visage entièrement couvert de bandeaux. Il n'y a plus aucune peau, il n'y a que son œil. Elle a vraiment qu'une... On voilà, voit rien exactement. qui dépasse, on ne voit que son œil. Il y a juste une ouverture pour les yeux, quoi, clairement. C'est ça. Mais ouais, c'est plutôt bien amené. Et encore une fois, le moment où elle révèle comment elle s'appelle, je trouve que dans la mise en scène, c'est plutôt bien réussi. Et le tour de force, c'est d'avoir eu cette actrice, en fait. Parce que le fait qu'elle ait accepté, elle, de refaire, pour le bien du film, une espèce de transition inversée, parce que tu l'as dit, c'est quand même Moi, quand j'ai regardé le film, je ne savais pas que c'était... je savais pas si c'était un homme ou une femme au départ. Je m'étais pas renseigné du tout là-dessus, donc je l'ai regardé. Après avoir vu le film ce matin, j'ai regardé. Donc là, tu l'as dit, j'avais vu l'info ce matin. Mais je trouve que c'est peut-être la plus-value principale du film. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'autre comédienne qui joue extrêmement bien et qui a été récompensée, mais elle joue aussi extrêmement bien, y compris dans la première partie où elle joue un homme. Parce qu'à aucun moment, ça marche pas, quoi. Et quand elle joue une femme, à aucun moment, ça marche pas non plus. Et je pense que c'était une évidence de prendre quelqu'un en situation de transition. Surtout à notre époque, ça aurait été quelqu'un de transitionné, en tout cas. Mais c'était la meilleure chose à faire. Et clairement, pour moi, ça fonctionne très bien. Parce que là, avec les réseaux sociaux, il se serait pris une bâche, un bâchage constant, je pense, s'il avait fait cette erreur-là. Tu voulais rajouter quelque chose, Aymeric ? En fait, je me dis que c'est peut-être aussi pour ça que le film, il est, en l'occurrence, réussi, certes, mais aussi il a été récompensé. C'est parce que en ayant pris cet actrice, du coup, on va dire actrice, je pense. Actrice, ouais. Il y a une véritable volonté du réalisateur de ne pas faire les choses n'importe comment, de faire les choses avec respect, en tout cas du mieux possible, et de pas pas prendre comment on appelle ça, transsexualité, du coup, ouais. La transidentité. Transidentité, voilà, c'est ça que je cherchais. De ne pas prendre le sujet de la transidentité comme un sujet à la légère et de dire c'est juste une personne qui change de sexe et puis basta, quoi. C'est bon, on va pas en faire tout un fond. Non, il a essayé de... Je pense que du coup, il a dû se renseigner pas mal, il a dû chercher justement des personnes qui pourraient endosser ce rôle correctement.
et il a trouvé une personne qui l'a endossé parfaitement. Et je pense que au final, il a rendu entre guillemets hommage. Enfin, hommage, c'est peut-être c'est pas le terme le plus adéquat, mais il a fait un film avec respect sur cette thématique-là. Et je pense que ça joue aussi beaucoup sur la force du film. Oui, sur son retentissement. Ouais. Clairement, la thématique, on savait que c'est des thématiques qui sont très traitées aujourd'hui sociétalement, et on l'a dit, dans le cinéma, on s'empare de ces thématiques-là, et c'est très bien. Faut-il encore le faire correctement ? Et oui, je pense qu'il a bien fait les choses pour que le sujet soit traité de la bonne manière. Et preuve en est, elle a gagné un César, un Oscar, un BAFTA. C'est une actrice qui n'avait jamais été récompensée nulle part avant. Elle a gagné les 3. Même plus que ça, je crois qu'elle a gagné plus de choses. Oui, je suis sûr. Elle était nommée, mais je suis pas sûr qu'elle les ait gagnés. Il me semble qu'elle les a gagnés. Les César. Elle était nommée, mais elle les a pas gagnés. Non, elle a eu le prix d'interprétation pour Cannes. Et après, alors effectivement, elle a eu deux prix de meilleure actrice. C'était aux Lumières 2025 et au prix du cinéma européen 2024. En tout cas, elle a été nommée, tu as raison de le préciser, ouais. dans ces 4 catégories pour une actrice qui n'avait jusqu'alors jamais été nommée. C'est pas contrairement à des acteurs ou des actrices très jeunes qui débutent, on comprend, leur première nomination arrive plus ou moins tôt dans leur carrière et se développe ensuite. Elle, c'est une actrice qui, jusqu'à maintenant, n'avait pas de reconnaissance du point de vue du grand public. Et le fait d'avoir de s'être appuyé sur elle pour faire ce film, ça montre que c'était la bonne chose à faire. Absolument. Et donc au moment où le personnage effectue sa transition et devient Emilia Pérez, donc il y a plusieurs choses qui se passent. Rita, elle est chargée de mettre à l'abri, parce que du coup le personnage se fait passer pour mort aux yeux de sa famille, donc elle est chargée de mettre à l'abri Jessie, donc interprétée par Selena Gomez, et les 2 enfants en Suisse. Ça fait un changement de climat assez radical. Hein. Et du coup, suite à ça, il y a quelque chose qui se passe, donc je le disais, cette fois visuellement. C'est que pour montrer ce changement qui finalement incarne l'espoir d'une vie nouvelle à tous les niveaux pour le personnage, faut savoir que le film a une ambiance très terne, très sombre, puisque tout se passe de nuit jusqu'à ce moment. Et à ce moment-là, c'est là où, quand on la voit mettre son soutien-gorge de dos, le soleil se lève. Et à partir de là, on rentre dans un moment du film où il va y avoir une ellipse temporelle de 4 ans, et où il va y avoir beaucoup plus... à chaque fois que le personnage sera à l'écran, ce sera 2 jours, sauf dans sa conclusion, mais on y reviendra. Donc voilà. Et donc, 4 ans après, qu'est-ce qui se passe ? Rita, elle a touché l'argent que Monte, à ce moment-là, lui avait promis pour ses recherches, pour l'aider à transitionner, et est devenue donc une avocate qui a l'air d'être très respectable et surtout qui a l'air d'avoir beaucoup de succès professionnellement. Et elle rencontre Emilia Pérez, donc, à une table. Ouais, au cours d'un dîner à Londres. Et elle se rend compte, elle comprend très vite, et en même temps, Emilia Pérez lui fait comprendre qui elle est. Et du coup, là, s'ensuit d'abord un peu de peur, et du coup, il y a eu aussi encore une chanson pour signifier ça, où justement, elle dit « Mais pourquoi t'es là ? C'est pour me tuer, en gros, hein, c'est ça le sous-texte. » Et Emilia de la rassurer, dire « Non, pas du tout, c'est grâce à toi tout ça, je suis là pour te remercier parce que j'ai besoin de toi, je veux voir mes enfants. » Donc, suite à ça, Rita est réengagée, finalement, par Emilia et plus par Manitas, finalement, il faut le préciser, parce que du coup, c'est 2 personnages différents, avec pas du tout la même caractérisation et surtout les mêmes envies, la même façon d'être. Et du coup, Emilia lui dit voilà, je vais me faire passer pour une tante assez lointaine, et toi, tu vas les faire revenir chez moi, Jessie et les 2 enfants. Et donc, ce qui va se passer à ce moment-là, ça va être toute l'organisation pour les récupérer. Alors à ce moment-là, le personnage de Selena Gomez a fait, et les enfants ont fait en quelque sorte leur deuil, hein, finalement. Et revenir d'un coup sans aucune précision autre que non, c'est bon, ça s'est calmé, tu peux revenir dans ton pays d'origine, ça l'a fait un peu bugger, on va dire. Et là s'ensuit, moi, un numéro musical que j'ai pas compris.
où Selena Gomez en fait veut chanter le fait que maintenant elle est libre, que finalement elle était plutôt emprisonnée dans un mariage qu'on imagine forcé à ce moment-là, à l'époque. Et s'ensuit donc ce numéro musical que j'ai pas compris, où Selena Gomez chante et ça enchaîne. La chorégraphie est étrange et très brouillonne en fait, j'ai trouvé, mais je pense que c'est une volonté. Et dans cette chanson, voilà, elle veut chanter le fait qu'elle veut pas revivre enfermée dans cette nouvelle maison, même si c'est pas avec son mari, c'est avec la sœur de son oncle, de je sais pas quoi. Elle s'en fout, elle veut vivre en fait, tout simplement. Et alors c'est un numéro musical qui peut être intéressant parce que du coup on la voit chanter face caméra, on la voit chanter dans le téléphone, et puis en fait elle passe à travers le mur, puis va dans un espace sombre et noir où des gens ont l'air de danser, on les voit pas plus que ça puisqu'elle revient dans la chambre, elle fait des allers-retours entre ça et ça. J'ai rien compris à ce numéro musical. Voilà, je suis désolé, je vais dire ça à chaque musique, hein, mais là celui-là, je sais pas si vous avez peut-être des choses à dire là-dessus. Moi, j'ai trouvé qu'il apportait rien, je vais me répéter. Allez, je vous laisse parler. Bah après, moi, je l'avais vécu comme plus un exercice de style qu'autre chose. Mais après, moi, des fois, j'ai une interprétation qui est assez terre à terre. Il y avait, je pense que c'était aussi lié à Selena Gomez, peut-être en tant qu'actrice, mais je connais pas forcément suffisamment l'actrice en elle-même. Mais tu sais, le côté peut-être un peu plus jeune, donc un peu réseaux sociaux, elle a quand même beaucoup percé avec l'ère des réseaux sociaux aussi. Peut-être qu'il y avait ça, je sais pas trop. Et il me semble que c'est dans cette musique-là aussi qu'on introduit le personnage qu'elle fréquente. Il me semble que c'est à la fin de cette séquence-là qu'elle dit si je suis revenu ici, c'est dans la chanson qu'elle dit ça. Elle le dit pas dans la chanson. C'est après. Je crois que c'est juste après. Et en fait, elle laisse un message vocal. Ouais, c'est mec. ça. À la fin, il me semble qu'à la fin de la chanson, c'est là où elle prend son téléphone à la fin et elle lui laisse un message pour dire en gros si je suis revenu, c'est que pour toi. Je saurais plus te dire si c'est directement à la fin du numéro musical En ou tout si cas, c'est c'est un peu juste après. Mais je crois après, que c'est 1 ou 2 scènes après, effectivement. Ouais. Là, oui, effectivement, c'est plutôt un parti pris, à mon avis, esthétique. C'est une chorégraphie qui est très différente des autres, qui nous montre aussi que ce personnage-là qu'on a sous-traité jusqu'à maintenant, parce qu'en fait, on l'a assez peu vu, Bah oui. on sent qu'elle allait dans une dualité aussi un peu différente. C'est quand même... Toute la thématique du film, c'est ça. C'est que des personnages qui sont enclins à une forme de dualité. Lui qui veut devenir une femme, elle qui à la fois est amoureuse de lui, mais n'aime pas... ce sentiment de prison dorée, parce qu'elle évoque ce terme-là quand elle revient au Mexique. Le personnage de Rita, qui est à la fois une excellente avocate, mais qui vit dans un monde qui lui plaît pas, parce qu'elle est obligée de travailler pour des gens qu'elle aime pas au début et pour défendre des causes qu'elle n'aime pas. Et donc, ils ont tous un espèce d'arc fur et à mesure de rédemption. Et pas uniquement le personnage d'Emilia Pérez, on y reviendra, mais moi, je trouve que ça introduit aussi ce côté-là. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on nous l'expose, elle, parce qu'on l'avait vu juste une fois dans une scène où elle rencontre Rita, puis une scène où on l'emmène à Lausanne sans trop lui demander son avis. Et finalement, là, on retourne les chercher en disant bah non, maintenant il faut rentrer à la maison et vous n'avez pas le choix. Donc en fait, elle, pour moi, ça exprime ça, ce côté. C'est un personnage qui, même quand son mari est mort depuis 4 ans, en fait, elle peut pas faire ce qu'elle veut, quoi. Et je trouve que ça évoque un peu ce truc. Alors c'est la pure interprétation, mais c'est un peu le chaos dans sa tête, quoi. C'est-à-dire que c'est à la fois ok, je suis dans un endroit, je peux pas trop me plaindre parce que je vis très confortablement et tout va bien. En même temps, je suis prisonnière d'un truc des années après où on devrait me foutre la paix, quoi. Moi, c'est comme ça que je le lis, en tout cas. Après. Non, mais c'est pas bête, c'est intéressant, effectivement. Merci de m'avoir apporté 2-3 bougies pour m'éclairer, parce que vraiment, je comprenais pas trop l'intérêt du numéro. Et donc effectivement là on parlait de rédemption, donc là on va rentrer vraiment dans l'arc de rédemption. Alors moi je parlais plus j'avais plus en tête celui d'Emilia Pérez, mais effectivement ça s'adapte un peu à tous les autres personnages. Alors on va y revenir, mais un peu moins finalement au personnage de Selena Gomez, qui elle va avoir un arc un peu plus inversé, je dirais. Et donc en fait suite à avoir retrouvé sa famille, Emilia est la plus heureuse du monde. Et elle se dit, c'est bon, maintenant tout va rentrer dans l'ordre. Et au détour d'un repas avec Rita en ville, on comprend que le personnage a des remords sur sa vie d'avant.
a des remords sur le fait d'avoir fait on parlait de choses liées au cartel de la drogue, hein, tout simplement, avoir fait disparaître des gens, etc. Et en fait, elle va du coup travailler d'arrache-pied pour créer une association caritative, je pense qu'on peut dire ça comme ça. C'est une ONG. C'est une ONG, ouais, tout simplement. Ok, une ONG. Et du coup, une fondation dédiée à la recherche de personnes disparues. Donc là, il y a un petit regard sur l'image qu'on peut avoir du Mexique à l'international. Donc ça, pour le coup, c'était vachement intéressant. C'était très bien trouvé, je trouve, comme idée. Et on arrive en plus à une chanson que j'ai adorée, donc ça tombe très bien. Ouais, puis c'est bien amené parce que dans la scène où elle déjeune, donc en fait elle déjeune là où on a vu Rita au tout début du film, c'est-à-dire dans la zone où elle travaillait à l'époque, ce qui est un espèce de marché un peu pauvre, on peut le dire. Et donc là il y a quelqu'un qui vient et qui distribue des flyers avec le visage de quelqu'un qui a disparu. Et elle se rend compte évidemment que cette personne a sans doute disparu parce qu'elle fait partie des nombreuses personnes qui, de près ou de loin, étaient victimes collatérales de son business de l'époque. Et donc elle va effectivement entamer cet arc de rédemption d'abord pour une personne, et puis quand elle va lui retrouver ce corps-là, elle va dire mais en fait il y a combien de personnes disparues au Mexique, est-ce qu'on peut pas faire un truc, et ça revient là-dessus. Je reviens juste un tout petit peu en arrière, parce que quand la femme, son ex-femme oui on peut dire, revient chez Emilia Pérez, il y a quand même une partie qui est intéressante, c'est quand elle se retrouve, parce qu'elle évidemment sait que c'est sa femme et ses enfants, eux ne le savent pas, et Rita lui dit attention parce que ton comportement il faut pas qu'il soit suspect. Elle lui dit à un moment t'embrasses trop les enfants, t'es trop proche d'eux, et dans la mesure où Rita l'a reconnu, on imagine que les autres pourraient. Et il y a une scène qui moi je trouve est très réussie, qui est là aussi une scène de chanson mais très courte, c'est celle avec son fils dans la chambre où elle rentre dans la chambre le soir, il n'arrive pas à dormir et elle vient le voir et il lui attrape à un moment la main et il la met sur son visage et lui demande ce qu'il fait, il dit en fait t'as l'odeur de mon père. Et il y a une scène qui est plutôt jolie parce que elle peut pas lui dire que c'est son père parce que de toute façon il ne le comprendrait pas. Mais je trouve que ça c'est un pan intéressant du film parce que en fait c'est un truc qu'elle va tenir tout le long, quasiment jusqu'à la toute fin du film. Et ça je trouve que c'était intéressant parce que moi je m'attendais à ce moment-là à ce qu'à un moment donné elle finisse par le dire. Je m'étais mis en tête qu'à un moment elle allait le dire à son ex-femme, mais en fait c'est moi, c'est juste que j'ai fait ça pour vous protéger, ou tu vois, je m'étais mis à un moment, elle va essayer de se rattraper, de lui expliquer, et en fait non, elle garde ce truc là et on se rend compte que son seul bonheur se compte dans le fait d'avoir ses enfants à portée de main et de les voir grandir, et elle s'en moque de plus être leur père vis-à-vis, enfin qu'ils la voient plus comme leur père, qu'ils la voient plus comme leur père. Et ça je trouve que c'est un truc intéressant, et je suis revenu dessus parce que c'était un peu avant la séquence, tu fais bien, parce que je le fais un peu mais ça je trouve que c'était rapide. vraiment un pan intéressant de l'histoire, ce côté où finalement, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est un personnage qui est à la fois caricaturalement très fort au départ mais qui en fait est infoutu de vivre sans ses enfants, alors qu'elle fait le choix, quand elle fait sa transition, de dire je renonce à tout, et en fait elle n'y arrive pas. Après c'est peut-être lié au fait justement que c'est un personnage homme qui veut devenir une femme, et on connaît justement le lien qui unit une mère et ses enfants. Bien sûr. Et lui finalement en se sentant femme toute sa vie, c'est peut-être aussi beaucoup plus senti mère au fond de lui que père. Oui, c'est une bonne lecture. Je suis d'accord avec ça aussi. Ouais. Et je voulais rebondir sur ce que disait Guillaume. Moi, ça, c'est un truc, parce que je crois que c'était ce que tu avais dit au tout début de l'enregistrement, que... ah non, ou je sais plus, mais qui avait dit quoi, mais le côté où vous étiez pas forcément surpris de l'enchaînement des scènes. C'est moi qui disais, c'est ça. Parce que moi, c'est l'inverse du coup, et en fait, je rejoins Guillaume sur ce point-là. C'est que moi, j'étais justement, je m'attendais à quelque chose de facilement plus prévisible, de fait qu'on en connaisse beaucoup des films comme ça, etc. Et en fait, tout au long du film, à chaque fois, j'étais surpris par la tournure même pas forcément la tournure, parce que j'ai l'impression que le film suit une logique du début à la fin, mais justement ce fait qu'il reste dans son parti pris du début à la fin. Et en fait, on comprend de plus en plus le parti pris que voulait prendre le film au fur et à mesure des scènes qui s'enchaînent. Et le fait que, moi aussi, à un moment donné, je me suis dit, bah là, c'est obligé, il va lui avouer que c'est son père, quoi. C'est pas possible, c'est trop émouvant ce passage. Et non, en fait, il reste dans son truc. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, en fait, le film, il va vraiment jusqu'au bout de sa volonté. Et en fait, c'est presque le côté immuable de la narration, c'est d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a envie de raconter. Et ce qu'il a envie de raconter, c'est pas quelque chose qu'on a
autant l'habitude de voir au final. Et c'est aussi pour ça en fait que moi j'ai beaucoup apprécié le film. Ok. Bah ouais, non, c'est pas con hein, ce que vous dites. Moi, c'est vrai que je l'ai vécu beaucoup. Mais en fait, je pense que j'étais tellement saoulé du film. En fait, j'étais saoulé des musiques. Voilà, comme ça, si vous l'aviez pas compris. C'est-à-dire que moi, ça m'a sorti du truc. C'est-à-dire que autant tu vois vraiment toute la narration, toute l'histoire, tout ce que ça raconte, tous les tenants et aboutissants de ce que c'est la transidentité. Pour le coup, tu vois, ça aurait pu être quelque chose qui me plaît pas et j'ai trouvé ça vachement bien traité. Et du coup, je trouve que, en fait, pour moi, le format du film n'est pas adapté à l'histoire. Moi, c'est ça en fait que j'ai beaucoup ressenti. Mais bon. Après voilà, je ne vais pas refaire le film hein. Encore une fois, c'est une proposition qui a le mérite d'exister. C'est effectivement avec un parti pris comme ça, il ne pouvait pas plaire à tout le monde hein. Visiblement il a plu à la critique et c'est peut-être plus important, mais bon, c'est comme ça. Et donc du coup pour continuer, alors je suis un peu perdu là dans le film, je me suis un peu perdu. On est sur la fondation. Et c'est là qu'il va y avoir la chanson dont tu parlais tout à l'heure. Oui, avec c'est ça. Parce que les gens qui cherchent des disparus. C'est une association dédiée à l'identification des victimes des cartels et au soutien des familles qui cherchent à réparer. Emilia cherche à réparer les torts que les cartels et que elle a pu poser quand elle était encore Manitas. Et du coup, il y a une chanson que j'ai trouvée vraiment bien foutue. Et là, pareil, en fait. Elle était à peine chorégraphiée, où tu vois vraiment plein de figurants finalement, plein de personnes différentes, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, qui chantent d'une même voix à l'unisson, qui veulent retrouver leurs disparus, au moins pour avoir une closure, comme ils disent aux États-Unis, pour mettre un terme en fait, pour pouvoir faire leur deuil, pour tout faire simplement, le deuil, ouais. Parce que le pire en fait, c'est de pas savoir. Oui, ils prennent cette image de pouvoir, dans les paroles de la chanson, ils disent pouvoir marquer une date et un nom sur une pierre tombale. C'est ce ça. que tu peux pas faire tant que t'as pas retrouvé quelqu'un, parce que tu n'as pas la certitude qu'il est mort. C'est ça, tout à fait. Et tu as effectivement ce moment où en fait leurs têtes apparaissent tour à tour sur un fond noir, ouais. Et on voit que la tête de tous les gens qui chantent à l'unisson. Et je trouvais ce moment très, très réussi, très beau. D'autant plus que ça fait penser un peu à des étoiles dans le ciel, donc la filiation, elle est dans ta tronche, quoi. Tu la vois. Et en plus, il y a une filiation avec les étoiles tout au long du film, moi j'ai trouvé, pour le coup. Donc du coup, j'ai trouvé que ça rentrait parfaitement dans la proposition, quoi. Ouais, puis c'est un vrai parti pris esthétique, pour le coup, parce que c'est le genre de truc qui, là, c'est très réussi, mais ça peut vite être très raté. Et l'équilibre, il est très bien, parce que la première partie, tu l'as dit, très peu chorégraphié, mais il y a quand même ce truc de on les voit avancer dans la file, les ouais, autres. Absolument. Puis après, il y a des plans serrés sur chacun des intervenants qui, me semble-t-il, sont de plus en plus jeunes. Je ne mettrai pas ma main à couper, mais il me semble qu'ils sont de plus en plus jeunes, ceux qui ça chantent. alterne un peu dans mon souvenir. Et puis après, ouais, cette espèce de, oui, tu l'as dit, de représentation d'étoiles dans le ciel noir, et c'est vraiment, vraiment très réussi, ce truc-là. Bah, c'est ça. Alors, en plus, moi, j'ai remarqué, parce que tu as beaucoup de plans larges de la ville de Mexico. Ouais, il y en a quelques-uns, ouais. Ouais, il y en a un notamment où on a un recul. Et en fait, on voit vraiment toutes les lumières de la ville, qui est pourtant pas une ville. Enfin, en tout cas, moi, quand je pense à une ville où les bâtiments s'illuminent la nuit et compagnie, je pense plus à des villes comme New York, vraiment les villes des États-Unis très clichés, ou même Paris ou Londres, puisqu'on parlait de Londres tout à l'heure. Et là, en fait, voir ça sur Mexico, j'ai trouvé que c'était vachement, parce qu'en fait, finalement, quand les plans larges y sont faits, j'en ai en tête au moins 3, t'as ce côté en nuit où t'as le ciel, la ligne d'horizon entre le ciel et la ville en dessous, elle est vraiment au milieu de l'écran, tu vois. Et en fait, la ville paraît être les étoiles. Et en fait, t'as vraiment ce côté de qu'est-ce qui est au-dessus, qu'est-ce qui est en dessous. J'ai trouvé ça vachement bien foutu. Et du coup, voilà, là, pareil, quand on parlait de la scène super touchante où elle chante avec son fils, etc. Tous ces petits points verts, c'est sous les étoiles, tu vois. Il y a vraiment un côté. C'est un truc qui revient espoir souvent. qui revient souvent, et je pense que ça passe par ce côté-là. Et donc suite à la création de son ONG, elle rencontre, alors je m'avance peut-être un peu, vous me dites, vous m'arrêtez si je vais trop vite dans le déroulé, parce que je vous dis, je le fais un peu en impro, comme tu disais tout à l'heure. donc voilà. Suite à ça, elle rencontre une personne qui vient la voir pour lui dire. Alors quand cette personne, on la voit la première fois, elle met un couteau, si je dis pas de bêtises, dans son sac, et elle va la voir pour lui dire, voilà, je voudrais savoir si vous avez retrouvé mon mari. Et elle lui dit qu'en gros, il y a 99% de chances que oui, mais qu'il soit mort, quoi. Et en fait,
elle pleure, puis éclate de rire, puis repleure un peu, et là tu te dis, voilà, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, cette personne est heureuse parce que son mari, en fait, était vraiment pour le coup le cliché de l'homme toxique, je pense que c'est pas assez fort. De l'homme violent. De l'homme violent, voilà. Et du coup, elle est heureuse en fait de pas le retrouver. Et suite à ça, une relation va naître entre Emilia Pérez et elle. Et on continue vraiment sur cette quête de la renaissance, cette quête du bonheur finalement pour Emilia. Et alors ça, j'ai trouvé ça, pour le coup, je ne m'y attendais pas. Et j'ai trouvé ça très bienvenu. Ouais, pour le coup, j'ai trouvé que c'était bien foutu, bien traité. Ils en font pas des caisses, donc c'est cool. Oui, non, je parce suis que c'est d'accord. pas poussif. Oui, non, c'est bien traité, c'est pas tire-larme. Il y a un côté, voilà, on te montre ça de manière presque pudique. Oui. Et je trouve que c'est même la manière dont c'est filmé, c'est plutôt intéressant parce qu'en fait, on te montre rien, on te sous-entend des choses et c'est plutôt bien raconté. Là aussi, l'actrice en face d'elle joue très bien. Je trouve que ça contribue à ça. Et oui, c'est un pan du film qui est intéressant. J'ai rien à rajouter. Mais, non, mais je me tournais vers toi, d'accord. on sait jamais. Faut pas que t'hésites. Non, mais par contre, je rebondis quand même sur le fait que c'est ça aussi dans cette veine-là de ce que je disais juste avant, où en fait on a constamment un nouveau déclencheur. Par exemple, on se dit bah ok, là il faut pleurer, et bah non, en fait le mari il est toxique, c'est violent, etc. Donc on pleure pas, et après on pourrait se dire bon bah ça va s'arrêter là. Et non, il y a une relation qui se recrée, etc. Et en fait le film c'est presque un film choral, je sais pas si c'est le terme exact, mais ça fait film choral de plein de successions de petites histoires en fait. Et bref, je pense que c'était la meilleure manière aussi de parler de ce sujet-là général sur les disparitions des personnes au Mexique. Alors après, le film a aussi plus de choses à raconter, effectivement, parce qu'on parle beaucoup des personnages, et vous l'aurez sans doute compris, il y a quasiment que des personnages féminins qui sont au centre des différentes intrigues, au centre de l'histoire. Et les personnages masculins, et en fait c'est marrant parce que là en y repensant, je m'adoucis un peu sur ce que j'ai pu ressentir à chaud. C'est-à-dire que le film en fait est ultra féministe. Alors là, c'est-à-dire qu'on parlait de transidentité, mais c'est pas que ça. Guillaume l'avait un peu annoncé tout à l'heure. Et effectivement, je dis ça pourquoi ? Parce qu'en fait, les hommes, c'est annoncé tout de suite avec Manitas quand il parle de sa relation à son sexe, à son identité de genre, en l'occurrence, que en fait, pour lui, les hommes sont des porcs. Et porc, c'est le terme qui va revenir tout le long. Et la plupart des personnages masculins dont on va nous parler, qu'on va voir, ça donne pas envie d'être un homme. C'est-à-dire que totalement ça. Tous les personnages masculins dans le film sont des porcs. Sont montrés comme des personnes à minima nocives, que ça soit lui au départ, puisqu'il est quand même chef de cartel, donc voilà. Que ça soit celui qui va devenir le fiancé de sa Jessie, femme, ouais. que ça soit les quelques-uns qu'on voit qui participent à la fin à essayer de récupérer Emilia Pérez. Voilà, c'est des mecs qui juste prennent des armes et même ceux passent par la violence, quoi. Même ceux qui disent où sont les corps, c'est des mecs en prison sûr, qui cherchent aussi une rédemption, mais bon, qui et sont puis quand même surtout, des monstres. Je pense qu'on va y arriver là parce que c'est dans le déroulé, il me semble que c'est à ce moment-là. Il y a tous les mecs qu'on va voir quand il y a la scène du gala de bienveillance. Ouais. Où là, il y a une scène ouais. avec une choré très qui est importante. géniale. Alors là, pour le coup, pour moi, c'est de loin la meilleure scène de musique et de la chorégraphie. Et vraiment, c'est une scène qui pointe du doigt toute la corruption au Mexique, parce que c'est clairement ça qui est mis en avant, c'est-à-dire que tous les juges, les ministres, les préfets sont tous dépeints comme étant des gens qui sont là parce qu'ils collaborent activement avec les cartels de drogue, et c'est que des hommes. C'est-à-dire que c'est vraiment que des hommes. Il n'y a que Rita qui, d'ailleurs, est la seule qui est habillée en noir et en rouge en l'occurrence, et à la tribune Emilia Pérez qui sont des figures féminines. Sinon, ce n'est que des hommes qui sont pointés du doigt. Avec leurs femmes poupées qui ne servent à rien. Exactement. Et d'ailleurs, et là pour le coup, la choré, elle est vraiment, vraiment réussie parce qu'il y a en fait une idée de le temps s'arrête. Donc elle bouge entre les comédiens. Et il y a des séquences qui sont très longues et franchement chapeau aux comédiens parce que ça marche vraiment bien. On a vraiment le sentiment que c'est des gens qui ne bougent pas du tout, enfin qui sont pas animés et ils ont juste des moments où ils se mettent, ils ont une fraction de seconde de mouvement et c'est très 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 réussi. D'ailleurs, dans les hommes présents à cette assemblée, il y a effectivement une tablée à laquelle elle va s'attarder lors de sa chorégraphie. C'est le mec que
l'avocat pour lequel elle a écrit la plaidoirie dans l'intro. Absolument. Il était accusé d'avoir tué sa femme ou de l'avoir battue fort. Je sais plus exactement, mais en tout cas, il était accusé. Et il est ici au gala de bienfaisance avec une nouvelle compagne. Exactement. Ce qui était annoncé aussi dès la scène d'intro. Il y a que le médecin finalement qui est pas trop dépeint comme un. Ouais, mais le médecin, il est pas dépeint comme un connard, mais en revanche, il est contre au départ. Oui. C'est-à-dire que lui, le médecin, il faut le convaincre qu'il doit faire ça. Et donc, il est quand même dépeint comme quelqu'un qui n'est pas tolérant au départ. Moi, je l'ai pas pris comme ça, moi, pour le coup. Moi, je l'ai plutôt pris, le médecin, pas comme quelqu'un... Parce que c'est son métier, quand même, de faire des transitions. C'est pour ça qu'elle va le voir. C'est pas son... Enfin, il est chirurgien, il fait pas que ça, il fait ça, mais on nous dit pas que c'est sa seule activité. Moi, j'avais cru comprendre, tant pour moi. Alors, je suis peut-être dans l'erreur, mais dans mon souvenir, parce que moi, c'est la perception que j'avais eue, c'était qu'il lui fallait une bonne raison. Oui, c'est ça, mais du coup, pour moi, encore une fois, il est pas dépeint comme un méchant. Hein, non, bien sûr. Mais pour moi, il y a l'idée que, malgré tout, c'est-à-dire que il est montré comme remettant en doute le fait qu'il y ait une bonne raison. Pourquoi il faut Qu'est-ce que c'est une bonne raison pour vouloir faire ça ? C'est très subjectif. Enfin, je veux dire, tu peux pas imposer à quelqu'un d'avoir, surtout quelqu'un de cet âge-là qui est majeur, vacciné, consentant. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est avoir une bonne raison ? C'est intimement personnel. Je suis pas sûr qu'il y ait une bonne raison qui justifie que tu aies envie de changer de genre. Non, mais après, t'as quand même un chemin psychologique. C'est-à-dire que toutes les... alors, encore une fois, néophyte, je m'excuse d'avance si je suis un peu maladroit dans mes propos, mais il me semble que quand quelqu'un veut transitionner, justement, il y a un suivi psychologique qui est hyper important, parce que tu parles quand même de changer d'identité complètement, de changer de genre, de devenir, entre guillemets, l'opposé, à défaut d'autres termes, de ce que tu es actuellement. Alors, effectivement, je pense que pour les personnes, elles se disent, attends, mais pour nous, c'est logique. Mais... Oui. C'est quand même un acte important, surtout le fait de changer réellement de sexe. C'est-à-dire que, voilà, et alors, encore une fois, toutes les personnes transgenres ne changent pas de sexe physiquement. Il y en a qui font pas de refus du pénis, puisque c'est l'exemple qui nous intéresse, là, en l'occurrence, des hommes qui sont femmes, au fond d'elles, pardon. Et du coup, pour moi, le médecin, à ce moment-là, il est montré, en fait, justement, comme quelqu'un de sérieux, en totale contradiction avec le médecin de Bangkok qui lui fait oui, moi vas-y, viens, tu vas changer de sexe, y a pas de problème, je te gonfle les fesses, je te fais tout, y a pas de problème. Et tu vois, et pour le coup, je rejoins Emery, que je trouve que c'est peut-être le seul personnage masculin qui est montré comme étant sérieux. Non, mais encore une fois, je dis pas qu'il est pas sérieux ou qu'il a un mauvais rôle. Enfin, non, mais c'est pas le propos, bien sûr. Mais pour moi, il y a quand même un truc de. En fait, ça amène un peu sur la table cette question-là, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait ce choix-là, au fond, pour quelle raison absolue il devrait le justifier ? C'est-à-dire que c'est un choix éminemment personnel. Je veux dire, moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai pris ça. Pour moi, ça pose cette question-là. Est-ce que, quand tu veux faire ça, tu dois en justifier auprès de gens ? Je pense... Enfin, je suis pas sûr, en fait. Auprès des gens, non, mais auprès des médecins qui vont travailler sur toi, oui. Je sais pas. Moi, ça me paraît logique. Non, mais moi, là, je m'attarde sur le mot de justifier. Expliquer, oui. Justifier, non. Mais c'est pas la même chose. Il demande pas de justifier, là. Pour moi, il demande de lui expliquer pourquoi. Il faut qu'il y ait une bonne raison. Une raison, c'est une justification. Non, mais c'est dans le sens médical du terme. Je pense aussi, c'est dans le sens où c'est quand même un acte définitif. Et lui... Enfin, après, moi, j'essaie de me placer dans la vue du médecin à ce moment-là, plus que dans la vue de Manitas Del Monte. Mais lui, dans sa tête, c'est aussi de se dire, si je la fais, il n'y a pas de souci. Mais je veux pas que dans 15 jours, tu me dises « Ah non, finalement, j'aime pas, etc. » Donc, je veux que ce soit un acte conscient, réfléchi, et que tu prennes conscience que c'est définitif, quoi. Et alors, en plus, ce qu'on n'a pas précisé, parce que bon, là, c'est un petit débat, on s'attarde un peu sur quelque chose qui, finalement, a très peu d'importance dans le film, mais c'est intéressant. C'est qu'en fait, le médecin, il comprend, parce qu'elle veut pas lui dire qui c'est. Oui, il y a ça aussi. Et genre, lui, il se dit « Attends, tu veux pas me dire qui c'est ? Pourtant, tu parles d'un acte chirurgical très lourd, qui normalement justement doit être justifié médicalement, en tout cas pour moi, pour le médecin, et du coup c'est ça, il comprend que ça doit être quelqu'un de peu recommandable à ce moment-là,
Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Donc, c'est pour ça que pour moi, il y a pas de... Il n'est pas intolérant en posant cette question. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Je veux pas aller jusque-là. Encore une fois, surtout pas le personnage. Mais je pense que ça pose cette question-là quand même. Je pense vraiment que, effectivement, tu prends une décision, tu l'expliques, bon, ok. Mais donner une raison, ça sous-entend que tu n'es pas libre de faire ce choix totalement. En tout cas, moi, c'est ma lecture. C'est-à-dire que je vais voir un médecin pour faire ça, il peut considérer que non, ma raison n'est pas valable. Pour moi, c'est ça que ça pose comme question. Je dis pas que le personnage est néfaste, mais je dis que sur cette thématique... T'es au-delà du film. C'est ça, la thématique, pour moi, elle est là. Est-ce qu'un médecin doit donner son accord et donc doit juger quelque part de la recevabilité de la transition encore une fois, on parle d'un adulte, on parle pas, il n'est pas question de gens qui n'auraient pas la possibilité de consentir de plein droit. Là, c'est un adulte qui a, je sais pas quel âge il a dans le film, une quarantaine d'années, peut-être un peu plus d'ailleurs. Mais enfin, moi, je pense que ça amène juste cette question-là, et c'est intéressant parce que je pensais pas qu'on aurait ce débat-là sur une phrase, mais quelque part, ça reste un choix absolu en fait. Si moi je devais me mettre dans cette position-là, je n'aimerais pas qu'on me demande une bonne raison. J'aimerais pas qu'on me dise mais ok, donne-moi une raison valable pour. J'ai pas à donner une raison valable. Je veux faire ça, c'est mon choix. Je peux essayer de l'expliquer, vous pouvez ne pas le comprendre, mais donner une raison qui justifie que parce qu'en fait donner une raison, en tout cas moi je le perçois comme ça veut dire que in fine c'est pas toi qui vas avoir le choix. C'est le médecin qui va décider que oui ou non. Mais ça, de toute façon que tu l'expliques à un psy ou quoi que ce soit lors de la transition, je pense que de toute manière, c'est le compte rendu entre guillemets du médecin qui moi, fera. Après là, j'en sais rien. Mais je ne crois pas et je n'espère pas. Après, peut-être que nous, on comprend le terme bonne raison de travers dans la mesure où lui, c'est possible aussi. Dans son prisme, c'est vraiment plus. Pour moi, une bonne raison, c'est que tu en aies conscience vraiment de ce que tu veux faire, quoi. Que c'est pas une lubie ou que c'est pas imposé par quelqu'un d'autre ou que c'est pas en l'occurrence que c'est pas juste pour, parce que je crois qu'il lui dit mot pour mot, après là pour le coup je re-rentre dans le film, il lui dit clairement j'espère que c'est pas juste parce que tu veux disparaître, quoi. Oui, mais bien sûr. Ça aussi. Tu vois, c'est pour ça qu'il demande la raison. Après effectivement si on va au-delà, moi je pense que c'est important d'être sûr que la personne soit pleinement consciente. Moi, c'est plus dans ce sens-là, tu vois. Ça, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est deux choses différentes. Ouais, pour moi, ça se rejoint. Je trouve que la ligne, elle est un peu fine à ce niveau-là. Pour le coup, la scène, moi, je la vois presque comme une scène de sensibilisation sur le fait d'accepter, mais d'essayer au moins d'avoir conscience de l'acte que ça peut... Enfin, d'avoir conscience de ce que peut impliquer l'acte de changer de sexe. Après, je suis d'accord, mais on va pas faire 2 heures là-dessus. Hein. Mais tu vois, quand tu dis ça, quelque part, ça implique, moi c'est ma lecture, hein. Ça implique que quand tu prends cette décision-là, il faut avoir conscience de ce que ça implique. Ça, je suis d'accord. C'est comme toute décision. Mais pourquoi pour cette décision-là en particulier, ça nécessiterait de devoir en justifier davantage que pour d'autres décisions? Évidemment, ça a des conséquences irréversibles, mais il y a des tas de choses qu'on fait dans nos vies qui ont des conséquences irréversibles, et pour autant, on te demande pas, te demande pas de justifier. Il y a quand même encore ce truc aujourd'hui, mais c'est pour ça que c'est un sujet qui reste à l'échelle, j'allais dire, de l'art très jeune dans son traitement. Et c'est pour ça qu'il amène à ces questions-là aussi. C'est-à-dire que comme c'est un sujet jeune, c'est un sujet qui est méconnu, qui est mal compris par plein de gens, et je m'inclus dedans. Enfin, je veux dire, je suis pas concerné, ni de près ni de loin. J'ai pas de gens dans mon entourage qui, à ma connaissance en tout cas, sont concernés par ça. Donc moi, je fais juste des observations de ce que je vois autour de moi et de quelques personnes. Il se trouve que dans mon milieu professionnel, ça m'est arrivé d'être confronté à cette question-là. Donc j'entends parfois des choses autour de ça. Et je pense que ça, pour reprendre ce que tu disais, en fait, ça pose la question de... comme toute chose qu'on ne comprend pas forcément, on essaye de la comprendre par l'explication, par la justification. Mais en fait, je pense que beaucoup de gens qui sont concernés par ça revendiquent le droit d'avoir le droit de le faire et de ne pas avoir à s'en justifier. Et pour moi, en tout cas,
même si cette scène, encore une fois, est vraiment mineure. Hein. On en fait Oui, un puis truc alors, énorme. on l'a passé depuis déjà 10 ans, donc, Clairement. très étrange. Et vraiment, je pensais je pas m'arrête. qu'on s'arrêterait dessus. Mais je pense que cette scène-là, elle sert, et je te rejoins sur le fait de l'acceptation et de la, de la tolérance autour de ce sujet-là. Je pense que c'est ça que ça amène comme question. Très bien. J'ai Non, mais plombé j'ai l'ambiance. rien d'autre Non, à au contraire. rajouter. Je pense que je suis un peu plus. Je suis un peu plus. Ouais, mais après, encore une fois, je m'inclus aussi dans les personnes qui connaissent pas du tout ce sujet-là et qui ne sont pas. Qui n'ont aucune connaissance et qui finalement parlent peut-être sans être en connaissance de cause, justement, et qui ne devraient pas. Mais je pense qu'on a tous le droit à un avis aussi, quand même. Et effectivement, moi, je trouve que c'est important. Après. Là où je te rejoins, c'est qu'il y a certaines choses en acte chirurgical, notamment la chirurgie esthétique, qui sont possibles sans un suivi aussi fort. Sans doute, et je pense même certainement qu'il devrait y avoir beaucoup plus de suivi dans la prise de chirurgie, non pas réparatrice, mais esthétique. Bref, on va clore la parenthèse de 80 minutes et on va retourner parce qu'on arrive à la conclusion d'Emilia Pérez bientôt, puisque du coup, en parallèle de cette nouvelle histoire d'amour naissante, Jessie, donc l'ex-femme de Manitas, l'ex-femme, on peut dire la veuve finalement de Manitas en fait. C'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Voilà, merci. c'est ça, mais je t'en prie, je suis toujours là, comme pour la vague, hein, on s'en souvient. Et c'est Voilà, ref, que les gens qui écoutent. que les gens qui écoutent, sinon les autres ne comprendraient pas. Écoutez l'épisode Lego, vous comprendrez. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, la veuve de Manitas, elle vit sa meilleure life, hein, puisqu'elle s'occupe plus du tout de ses enfants quasiment, et qu'elle a rejoint son ancien amant, qui elle va et nous l'apprendre et l'apprendre à Emilia Pérez, avec qui elle a trompé Manitas à l'époque. Et suite à ça, du coup, là, tu sens qu'il y a déjà un conflit naissant entre Emilia et Jessie. Un conflit qui va être le cœur, finalement, du dernier acte du film, hein, tout simplement, je pense qu'on peut le dire. Jessie et son nouveau compagnon, du coup, vont se marier, mais en se mariant, ils vont prendre les enfants avec eux. Il n'y a aucune raison que les enfants restent avec Emilia. Il faut qu'ils soient avec leur mère. Et là, Emilia est pas d'accord. Et alors, il y a une scène que je trouve très réussie, mais qui, je trouve, du coup, remet un peu en question tout ce que le film essayait de faire. C'est que il y a la personnalité finalement de Manitas qui reprend complètement le dessus, alors dans une scène que je trouve vraiment, encore une fois, vraiment réussie pour le coup, lors d'une confrontation entre les deux personnages, où là il va lui parler comme une merde, hein, tout simplement, comme il devait lui parler lorsqu'il était homme, elle était homme, pardon, et du coup, suite à ça, il va menacer via ses hommes de main, Emilia, pardon, Gustavo, qui est donc le compagnon et futur mari de Jessie, pour qu'il quitte le Mexique. Et suite à son explosion avec Jessie, en fait, Gustavo va pas du tout partir. Ils vont partir avec les enfants et ils vont kidnapper Emilia Pérez pour obtenir une rançon. Parce que du coup, je crois que le personnage d'Emilia a en fait encore la main mise sur l'argent que perçoit la famille, vu que c'était son argent à lui à l'époque, à elle aujourd'hui, mais ça, Jessie ne le sait pas, et du coup, elle lui a coupé un peu les vivres, et c'est pour ça qu'elle part et qu'elle décide de la kidnapper avec Gustavo. Et il y a une scène, dans la fameuse scène où elle, comme tu dis, le caractère de l'homme reprend le dessus, où elle se battent, hein, physiquement, et surtout, elle lui dit « tu pars pas avec mes enfants ». Oui, et il y a absolument vraiment cette scène où, évidemment, nous on sait que ce sont ses enfants, mais Jessie, elle considère, elle lui dit mais c'est pas tes enfants, t'es devenue folle en fait. Enfin, tu t'es accaparé ce rôle-là qui n'est pas le tien. Et ce qui est intéressant là aussi, et je rejoins ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que moi dans cette scène-là, je m'attendais à ce que ça soit là le reveal. Je me suis dit quand elle va dire ça, l'autre elle va comprendre. Ça va être le moment où elle va comprendre ça. Et tu sais, cette idée elles ont quand même passé beaucoup de temps ensemble. À un moment, il y a une scène où elles sont toutes les deux, elle lui parle de son mari en plus. Oui, puis même sa voix change, sa voix rechange à ce moment-là. Et donc, moi, je me suis dit, là, normalement, elle aurait dû comprendre. Et en fait, non. Parce qu'elle met ça, c'est tellement
inenvisageable pour elle en fait. Ce scénario n'existe pas dans voilà, sa c'est tête. ça en fait, c'est impossible. Et donc du coup elle le prend pas et effectivement elle pète un peu les plombs et malgré il y a une scène qui est assez marrante où on voit Rita au téléphone avec les deux de manière j'allais dire enfin en parallèle quoi. L'une Oui. qui a dit En non écran pars splitté. pas avec les enfants, toi non bloque pas les comptes, faut pas faire n'importe quoi, elle va pas comprendre et tout, et donc ça amène à ce fameux kidnapping. Mais je trouve que cette partie là elle est vraiment réussie. Ouais, je suis Ouais. assez d'accord. Je suis d'accord aussi. Tu veux rebondir peut-être Là, un pour le peu, coup, Eric non, mais parce que la scène du split screen, quand il en a parlé, ça m'est revenu, toute la scène m'est revenue d'un coup dans la tête et effectivement, Ça va je l'avais. Oui, ça fait un peu mal. Ouais, j'imagine. J'ai mal à l'hypothalamus là derrière. Mais non, ça, j'ai trouvé cette. Enfin, ouais, bref, la scène était effectivement extrêmement réussie, selon moi. Ça marche. Et alors moi j'ai trouvé que ça posait un peu un problème comme je disais parce que je trouve que ça... En fait finalement le film à ce moment-là il te dit est-ce que en changeant d'identité, en vivant la vie que tu as toujours voulu rêver, est-ce que finalement tout ce que tu as fait avant, en fait c'est ça, il y a vraiment une question des conséquences dans ce film. Voilà. Et en fait est-ce que finalement ta vie d'avant, elle a vraiment disparu à jamais, ou alors est-ce que il y a une question de l'identité forcément et une question des conséquences d'un changement de vie et du coup je trouve ça un peu paradoxal avec le message que ça faisait passer. J'ai trouvé qu'à ce moment-là, alors autant j'ai trouvé ça vraiment génial, et alors là pour le coup moi tu vois c'est à ce moment-là que je suis rentré dans le film. C'est vraiment à partir de la confrontation, mais alors par contre je trouve qu'1h30 pour rentrer dans le film c'est un peu long, mais je trouve que c'est vraiment à partir de cette confrontation-là que toute la question de la dualité en fait sous-jacente dans tout le film, ça devient vraiment intéressant. Pour le coup, je me permets juste pour rebondir sur ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi, mais sauf quand pour moi cette question-là, enfin ce truc-là, il apparaît plutôt à partir du moment où elle revient pour demander ses enfants. Ça veut dire que à partir du moment où elle décide de rapatrier ses enfants, déjà elle fait un pas en arrière entre guillemets. Elle se retourne à sa vie d'avant. Oui, parce c'est que vrai. Quand elle dit à Rita, je change de vie, vous me reverrez jamais, je fais une croix sur mes enfants, je les protège, je choisis ça parce que profondément je pense que c'est ma vie, et finalement elle a déjà fait un pas en arrière. Et là c'est le pas de plus, et je suis d'accord, il est beaucoup plus marqué. Hein. Ah, bien sûr, oui. Je te rejoins, pour moi la fin du film c'est la partie la plus réussie. À partir de là, parce que le film prend une tournure encore différente et va aussi dans un chemin différent, un peu plus tragique finalement. Un peu plus tragique, et puis même dans la mise en scène c'est plus nerveux, il y a un côté un peu et à ce suspense moment-là qu'on n'avait pas eu. c'est à partir de ce moment-là, je te coupe 2 secondes, c'est à partir de ce moment-là que la nuit revient complètement. Oui, tout à fait. Mais C'est-à-dire ça, que... avant que tu dises, j'avais pas percuté ça. Je sais, mais qu'est-ce que tu veux. Quel talent. Je suis trop fort. J'ai peut-être pas aimé le film, mais C'est bon, pas pour rien que c'est toi qui anime. Attention, on en reparlera de cette animation parce que c'est la première fois, un petit peu de stress. J'espère que ça vous plaît. Et donc voilà. Donc bon, alors suite à ce kidnapping, évidemment, il y a une rançon qui est demandée à Rita par Gustavo. 30 millions. Qu'est-ce que c'est 30 millions? Bon, pour un cartel, c'est pas grand-chose. Hein, il y aura toujours de la drogue et des gens pour en consommer. On va se refaire rapidement, les gars, je vous le dis. Donc voilà. Et donc, Rita décide là de devenir encore un peu plus active, mais cette fois dans l'implication qu'elle peut avoir avec le cartel. C'est-à-dire qu'elle va accompagner les 3 véhicules qui vont se rendre sur le lieu de rendez-vous pour donner la rançon et sauver Emilia, puisque entre-temps, on ne l'a pas précisé, mais elle a évidemment reçu les doigts d'Emilia dans un beau petit papier journal. Et, il y en a 3, c'est ce qui symbolise les 30 millions. Et alors, tu fais bien de parler du chiffre 3. Très très fort ça. Je sais pas ce que je lui ai amené comme passe décisive. Non, mais en fait, c'est pas ça. En fait, je voulais vous poser la question après avoir fait le déroulé, mais vu que t'en parles, je vais le faire maintenant. Moi, j'ai noté beaucoup de fois la présence du nombre, enfin du chiffre 3. C'est-à-dire que le début, on parlait de la scène d'intro, mais avant cette scène d'intro, il y a une fondue, il y a une apparition dans le noir complet avec 3 mariachis. Oui. Voilà, 3 mariachis. Il y a la présence des feux de voiture à un moment donné qui emmènent qui emmène Rita à Manitas. Ils sont 3. Les avions, ils sont 4 quand c'est l'avion qui atterrit à Bangkok, parce que chaque nouveau lieu est noté par l'avion qui atterrit à ce moment-là. Puis de nouveau 3 avec l'avion de Tel Aviv, et à la fin 3 voitures qui vont qui vont secourir Emilia. Et du coup, les 3 doigts, je trouve qu'il y a une présence importante du chiffre 3. Alors, je le note pour le noter plus qu'autre chose, hein, mais ça m'a un peu... Tout le film, j'étais en train de me dire, mais putain, à quoi ça correspond? Parce que dualité, c'est 2, et je trouve qu'il y a vraiment une présence de dualité dans le film
Ça serait un peu faillot et faux cul surtout de dire l'inverse. Mais pourquoi il y a autant de présence du chiffre 3 ? Je ne sais pas si ça a une signification, une importance particulière, mais voilà. Non, Je allez, passe. on passe. C'est parti. Non, je Émeric, sais pas. peut-être ? Non, je sais pas, mais peut-être que. Toi qui aimes surinterpréter, dis-nous tout. Bah écoute, peut-être qu'il y a le. Parce que ce que j'étais en train de me dire aussi, c'est que moi, un truc que j'adore dans les films, c'est en général les histoires d'amitié. Les histoires d'amitié, c'est ce qui me fait le plus vibrer la plupart du Arrête. temps. Et je trouve qu'au fur et à mesure. Et on est 3 dans ce podcast. Exact. Oh. Alors, Comme quoi. il dit pas que des conneries, le Bastien, je vous le dis, moi. Il n'y a pas de coïncidence. C'est ça. Et en fait, au fur et à mesure du film, je trouve que la relation entre Emilia Pérez et Rita devient une véritable histoire d'amitié. Au fur et à mesure. Enfin, moi, je oui, totalement. Oui, c'est clair et net, oui. Et peut-être que le 3, c'est Rita, Emilia Pérez et Manitas del Grande. Une sorte de trio. Ouais, Oui, c'est c'est pas con. une lecture, ouais, C'est pas effectivement. con. C'est pas Oui, con. c'est vrai. et une sorte de comme une ombre derrière le J'y avais film pas pensé. qui te J'ai rappelle pensé à- constamment. Je cherchais, je trouvais pas, mais effectivement, Parce que comme- c'est peut-être aussi simple que ça. Effectivement. Parce que comme il y a la dualité entre Manitas del Grande au début, Del Emilia Monte. Pérez... J'ai dit quoi? Del Grande. Del Grande. Del Grande. Manitas del Monte au début, Emilia Pérez après, qui a des resurgences de sa psychologie et de son caractère de Manitas del Grande au fur et à mesure, le fait de retrouver ses enfants, etc. T'as redit Del Grande, mais c'est pas grave. Mais je suis désolé. Et en fait, au final, Rita, qui est un peu derrière tout ça, parce que c'est elle qui a entre guillemets orchestré pas vraiment orchestré, mais qui a organisé toute sa transition identitaire. Donc elle plane un peu au-dessus de tout ça. Et peut-être que c'est une lecture potentielle, oui. Ouais, ok, merci. Parce que du coup, ça me prenait la tête. Je me suis dit, quand est-ce que je vais pouvoir le placer? Je vais passer pour un fou. Aux yeux de Guillaume, j'ai vu que je suis passé pour un fou tout de suite. Pas du tout. D'ailleurs, j'ai 3 Doliprane dans ma poche, comme par hasard. Oh, On y vient, on y revient. Et donc, bon, alors ce qui se passe au moment de la rançon, parce qu'on va quand même terminer, là on est vraiment dans la dernière partie, vraiment. Du film, évidemment ça part très vite en vrille, ça tire dans tous les sens. Et alors là, il y a un moment un peu suspendu dans le temps où effectivement, Emilia est touchée par une balle perdue, si je dis pas de bêtises, et elle se retrouve dans les bras de Jessie, et elles se mettent toutes les deux à couvert. Et en fait, il y a deux choses qui se passent. C'est que la première, c'est qu'on croit qu'Emilia est morte, en fait, tout simplement. Dans la mise en scène, la mise question en est scène posée. est posée. Bah, c'est ça. Et en fait, il y a de l'extérieur, Rita, elle voit de la fumée sortir du bâtiment, comme s'il était en feu, alors qu'il n'est pas en feu à ce moment-là. Il y a que la fumée. Une fumée qui a aussi un intérieur. Alors je sais plus s'ils tirent pas des grenades un peu fumigènes ou quelque chose comme ça à un moment donné. Je me souviens plus. Je sais pas, mais il y a effectivement beaucoup de fumée. Il y a beaucoup de fumée et en fait, Emilia qui est couchée sur le sol va inspirer cette fumée après un temps posé. C'est-à-dire que vraiment il y a un plan sur elle où elle ne bouge plus. On voit sa tête. Et là d'un coup surtout. elle respire pas. Oui, c'est ça. Vraiment pour nous elle est morte quoi. Et là en fait elle inspire et ça la réveille. Et là en fait du coup elle se confie à Jessie pour lui dire coucou, c'est moi, je vais te le prouver parce que, et là il lui parle de ses souvenirs qu'ils ont en commun tous les deux et que seul Manitas peut savoir quoi. Ouais, je trouve que c'est plutôt réussi ce passage-là parce que d'abord elle ne lui dit pas, elle lui raconte des trucs. Oui c'est ça, et elle lui fait comprendre. Au début elle lui dit tais-toi, puis qu'est-ce que tu racontes, puis qui est-ce qui t'a dit ça, et au fur et à mesure ça devient tellement précis qu'elle comprend, et sa réaction est intéressante parce que justement elle réagit pas, c'est-à-dire elle bug vraiment, et puis après elle s'enfuit avec comment il s'appelle, Gustavo dans la voiture. Et ils mettent Emilia Pérez dans la voiture et en fait elle, au bout de quelques mètres, elle lui dit mais en fait il y a mon mari dans le coffre, et lui il comprend pas, et là elle va je me permets d'avancer dans continue, vas-y, dans le récit, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait elle comme elle réagit pas sur le moment, sa réaction nerveuse, si j'ose dire, il y a de quoi, je me mets à sa place, elle l'a dans la voiture et c'est ce qui va provoquer l'accident parce que son fiancé du moment refuse d'arrêter la voiture, et comme elle a une arme, il va se servir il va faire un gros coup de frein pour la déstabiliser et ils vont avoir un accident. Mais je trouve que c'est vraiment bien fait ça. Moi j'ai bien aimé la manière dont elle révèle sa vraie identité sans lui dire et sans
ça aussi pour moi c'est pas anodin, sans réutiliser son nom. On parle souvent dans les changements de genre des dead names, et clairement là pour moi c'est ça l'idée, c'est-à-dire que je vais pas te redonner le nom de ce que j'étais avant, mais tu vas comprendre qui je suis. Parce qu'en fait, notre relation, j'étais au fond de moi déjà celle que je suis maintenant, quand on était ensemble. Et c'est pour ça qu'elle utilise, moi en tout cas, je pense que c'est pour ça qu'elle utilise pas ce nom-là. Et je trouve que c'est plutôt réussi dans la mise en scène. J'ai rien à rajouter. Merci Aymeric. J'ai réussi à commencer à la semaine prochaine. Ça me fait plaisir. Oui, non, c'est assez réussi dans la mise en scène. Alors moi, par contre, je me pose la question de savoir, parce que bon, du coup, alors le film se termine, donc il y a l'accident, la voiture est en feu, et on voit Rita qui a réussi à retrouver la voiture, parce que du coup, ils ont suivi la voiture qui s'échappait, et elle voit que du coup, Emilia est décédée, et le film se termine sur une marche aux morts, si je peux dire ça, mais à la gloire finalement d'Emilia Pérez, qui a fait beaucoup plus, et dont les gens se rappelleront plus que Manitas del Monte. Et elle est, alors, est-ce qu'on peut dire ça, elle est un peu déifiée, son personnage, puisque c'est elle, il y a une représentation d'elle en structure, en bras en croix, que les gens transportent en chantant, je crois. Quelque chose pas bras en croix, mais non, les bras écartés, avec les paumes ouvertes vers le ciel, autant pour moi. Elle a un côté un peu, pas christique, mais bienfaisance, quoi. C'est vraiment ça que ça évoque. Parce que, encore une fois, dans le film, par les gens là-bas, elle est perçue comme quelqu'un qui a fait le bien, puisqu'elle a permis à des tas de familles de faire leur deuil, de retrouver les disparus, etc. Donc on célèbre son action quelque part. C'est ça, absolument. Et en parallèle, il y a Rita qui, elle, récupère les enfants et leur dit, à partir de maintenant, c'est moi qui vais m'occuper de vous. Puisqu'elle annonce aux enfants que leur mère est morte. C'est ça. En disant qu'elle a eu un accident de voiture, bien sûr. Au pluriel, leur mère est morte. Leurs mères sont mortes. Voilà. Elle, pour le coup, elle dit leur mère est morte, mais elle ne leur parle évidemment pas. Elle ne leur révèle pas qu'Emilia Pérez était leur père. Ouais. Et là aussi, c'est plutôt... oui, c'est plutôt réussi. Alors, surtout qu'en plus, vraiment, et c'est là encore une fois où je trouve que finalement, Rita, c'est vraiment le personnage central du film, et c'est elle qui a une évolution qui est la plus caractérisée quand même. C'est que tout le film, il a été question de justement son âge et le fait qu'elle n'ait pas d'enfant, qu'elle n'ait pas de mari, qu'elle soit seule. Et là, du coup, par la force des choses, elle se retrouve avec 2 enfants à charge, machin. Et alors, le film se termine là-dessus, au cas où, voilà, donc on a fini de dérouler. Alléluia. Et parce que là, je commençais à galérer. Vous l'avez pas senti, je le sais. Jamais. Et donc le fait est que le film se termine, moi je trouve, très brusquement. Moi déjà, le moment de la fumée où Emilia retrouve la vie, le temps de dire de faire comprendre qui elle est vraiment, en fait j'arrive pas à me dire, c'est arrivé, c'est tellement suspendu dans le temps et ça sort tellement de nulle part que je trouve ça... en fait je comprends pas en fait c'est à se demander si Emilia Pérez, c'est peut-être ça finalement, qu'Emilia Pérez en fait n'est pas vraiment morte à ce moment-là et qu'en fait c'est Manitas qui a repris le dessus pour dire c'était moi. Tu vois ce que je veux dire, un peu le côté où Emilia meurt à ce moment-là, mais comme c'est lié finalement, c'est le côté cartel à ce moment-là, c'est Manitas qui prend le dessus et qui lui dit ça. Je sais pas si c'est pas un petit peu surinterprété de ma part, c'est possible aussi, attention, même sans doute. Non, mais c'est intéressant parce que pour moi j'ai du mal. En fait, la façon dont c'est fait, la façon dont c'est filmé, dont c'est mis en scène, pour moi. Il n'y a pas de retour à la vie, je trouve ça trop gros, le film est beaucoup plus subtil que ça depuis le début, je trouve ça un peu abusif. Et alors en plus, oui, le côté à la fin, oui, c'est moi votre nouvelle maman. Bon, ok, c'est bien pour toi, Rita, mais un petit peu, ok. Elle dit pas ça, elle dit je vais m'occuper de vous. Elle dit pas je suis votre maman. C'est moi votre nouvelle maman, je suis désolé, c'est ça que ça veut dire. Bon, bref. Non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, il est un peu bâclé, j'ai l'impression qu'il avait plus grand chose à raconter, qu'il a après, là aussi, quelque part, ça rentre dans cette logique de c'est un peu surprenant la fin. T'attends pas à ce que ça finisse comme ça. Et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Moi aussi, je me suis dit, ah ok, ça finit comme ça. Bon, ok. Jusqu'au bout, j'ai été surpris. Les mecs ont reçu la proposition de la tournure. Mais ok, allez. Ok, merci. Mais je prends. Allez, c'est une fin de tournage. Okay. Ouais, merci à tous. Ça. Mais oui, alors après, effectivement, il y a aussi la présence du feu qui a consumé la vie d'Emilia, puisqu'elle a tout donné en peu de temps finalement pour se rattraper de ses torts. Ouais, puis c'est le seul moment où elle a envie de révéler ce qu'elle a fait, parce qu'en fait elle veut jamais le révéler à personne. Non, bien sûr. Hormis à Rita, et d'ailleurs à partir du moment où c'est fait, jamais elle en parle avec Rita. Là c'est le seul moment où elle décide de le confier à sa femme, alors que
elle a elle-même une relation avec quelqu'un d'autre, donc elles ont plus cette relation du tout, et même elle ne la regarde plus comme elle regardait sa femme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais à ce moment-là, Emilia Pérez, elle est en relation avec quelqu'un d'autre, donc elle a plus. Oui, c'est pas un regard amoureux. Exactement. Et du coup, c'est un regard de tendresse en fait. C'est juste, voilà, je pars et je te donne l'explication quelque part avant de partir pour que tu comprennes ce qui s'est passé et pourquoi les choses se sont passées comme ça. Maintenant, oui, ça arrive, c'est un peu surprenant, mais moi je trouve que ça marche plutôt bien. Voilà, je vais dire ça beaucoup. J'ai beaucoup dit ça. Et moi, j'ai beaucoup dit que j'ai pas aimé. Bah, écoutez, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ? Moi, j'ai l'impression que j'ai un peu parlé de tout ce dont j'avais envie de parler de mon côté. Aymeric, peut-être ? Là, présentement, j'ai l'impression que j'ai fait le tour aussi. Et bah pareil, si franchement voyez-le. Je pense que c'est un film à voir. Je le fais pas tout le temps, mais là, si vous l'avez pas vu, c'est un film qui mérite d'être vu. On le fait pas tout le temps, mais on le fait souvent puisqu'on parle quand même de films qu'on aime en oui, général. Oui, c'est vrai. Non, mais bien sûr. Mais il y a quand même quelques films. Celui d'avant, par exemple, j'ai pas dit voyez-le. Quoi. Et pourtant, on ne le voyait pas. Je le voyais pas, c'est pas la peine. Mais non, oui, c'est un film, je pense. De toute façon, à partir du moment où tu t'intéresses un peu au cinéma, un film qui est récompensé comme ça, forcément il t'intrigue. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais forcément tu te dis, bon, s'il a toutes ces récompenses, je suis un peu le ciné depuis quelques années, bon, bah, je vais quand même essayer de lui donner une chance, de le mater, même si ça me tente pas. Si vous le voyez, n'y allez pas comme moi j'y étais, c'est-à-dire à reculons complètement, parce que je pense que ça a beaucoup influé sur ma façon d'apprécier le film. Là, c'est en reparlant que finalement je me rends compte que en fait il y a certaines choses qui m'ont plu, alors que quand je vois ma prise de notes, il y a mais il y a rien en fait qui m'a plu. Donc vous voyez comme quoi c'est important d'en parler avec des amis. On a réussi à le faire changer un peu d'avis. Non, j'ai pas changé d'avis. Enlevez vos points de vos points. Merci. Donc voilà. Non, mais écoutez, oui, voyez-le. Tu le conseillerais toi, Aymeric, aussi ? En vrai, en fait là, j'ai pas voulu le revoir parce qu'il était encore assez frais dans mes mémoires et je l'avais vu du coup il y a pas longtemps. Mais au final là, en ayant reparlé, ça m'a donné envie de le revoir parce que justement, je pense que j'avais pas toutes les clés de lecture parce que le film est extrêmement riche en termes de sous-texte, de détails, etc. Et en termes narratifs aussi. Et je pense que l'histoire principale, on va dire la grande histoire du Mexique et du narcotrafic en général, c'est très secondaire finalement. Et donc je pense que le film a beaucoup plus de choses à dire. Je pense que c'est le genre de film qui mérite peut-être des fois une deuxième, voire une troisième lecture. Alors après c'est toujours un peu compliqué parce que t'as pas forcément envie de te taper un même film 3 fois. Mais t'es obligé de te taper toutes les musiques. Et ça c'est véridique. Par contre, moi je trouve que globalement les musiques, le côté musical dans un film, c'est souvent un frein pour ma part. Et du coup c'est marrant parce que c'est un drame musical qui a un petit épisode de comédie musicale et qui finit en tragédie musicale. C'est ok, c'est un style de film musical en tout cas. Moi je propose qu'on fasse Joker Folie à 2 maintenant. Et franchement, moi je suis grave chaud, mais par contre va falloir après qu'on fasse un film ou un truc que j'aime bien parce que ça commence à... Les gens ils vont se dire ok mais change de binôme parce que lui il se plaint toujours le monsieur. Non en vrai faut le faire sur La La Land. Oui, ça viendra un jour. Ça viendra un jour. Mais alors, si on fait La La Land, je te préviens, on fait Blues Brothers parce que ça, pour le coup, c'est ma comédie musicale préférée. Je l'aime d'amour, donc voilà. Bon, Emilia, finalement, elle aura réussi à échapper à son passé. Je pense qu'on peut le dire ou pas. C'est beau. Oui, c'est validé comme conclusion. C'est validé comme conclusion. Messieurs, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci Aymeric d'être venu. Non, mais toi aussi, merci. Et merci d'organiser le podcast, Guillaume. Je vous laisse les clés de l'appartement, je vais y aller. Non, mais merci beaucoup Aymeric d'être venu, d'avoir pris le temps de nous rejoindre pour ce petit essai finalement. Moi, ça m'a fait énormément plaisir. Et tant mieux. Ça nous a fait plaisir aussi. On espère que vous avez apprécié un peu ce format, alors similaire mais un peu différent dans son organisation. On essaiera d'en refaire d'autres en s'améliorant, comme on fait depuis le début, juste Guillaume et moi. On va faire pareil avec nos invités. Donc voilà, voyez quand même Emilia Pérez. C'est une proposition, à défaut de vous plaire ou pas avec certitude. Vous aurez vu un film différent, ça on peut pas lui enlever. Donc voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut.